Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 417 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on fait un point sur la Free Agency après quelques jours de repos, un point sur ce qui s'est passé au 19 ou 20 juillet à peu près, Lillard, Bradley Beal et plein d'autres. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Free Agency 2025. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité des 15 derniers jours. Grosso modo, c'est à peu près ça le deal. On s'est beaucoup parlé début juillet, mais parce qu'il y a eu beaucoup de moves, ça s'est un peu calmé, même assez rapidement, ça s'est calmé. Mais là, c'est vrai que depuis une petite quinzaine de jours, on a pas mal de choses qui se sont passées. Donc voilà, petit tour d'horizon aujourd'hui ensemble, si vous voulez bien. Et d'ailleurs, sans plus tarder, commençons par le move le plus récent, mais à la fois celui qui concerne le meilleur joueur, je pense, de ce marché des transferts pour l'instant. Damian Lillard a été, non pas échangé, mais est revenu, a signé chez les Portland Trail Blazers. Lillard de retour à Portland, ça fait plaisir à tous les fans des Blazers évidemment, mais avant d'aborder le trade d'un point de vue plus général, 2-3 technicalités d'abord, donc 42 millions sur 3 ans, ce qui nous fait du 14 millions par an. Pour ce faire, les Blazers ont utilisé ce qu'on appelle la mid-level exception. Bon, alors comment ça marche ? Grosso modo, vous savez que pour signer des free agents, il faut avoir une masse salariale qui est en dessous de la limite fixée. C'est comme ça qu'on a de l'argent à donner, très très simplement. Mais voilà, il y a toujours des exceptions, comme on dit, toujours des enveloppes plus ou moins grosses qui sont données aux équipes. Donc déjà, il y a des enveloppes de contrat minimum qu'on peut toujours donner à peu près tout le temps, même quand on est dans le second apron. Je crois de tête, mais je pense pas dire une bêtise, mais voilà. Grosso modo, contrat minimum, il n'y a pas trop de limite. Et sinon, il y a aussi ce qu'on appelle les exceptions. Il y a la biannuelle qui tombe tous les 2 ans, mais qui est que de 5 millions. Et puis ensuite, il y a la mid-level qui, elle, est un peu plus grande. Alors, sauf quand vous payez des taxes, vous êtes longtemps au-dessus de la luxury tax, etc. Bon, là, c'est un peu moins, c'est à peine 5 millions, donc c'est un peu punitif, évidemment. Mais donc les Blazers qui n'avaient pas ces critères de taxes, ils n'avaient pas beaucoup de masse salariale non plus depuis quelques temps, donc ils ont pu avoir accès à la mid-level complète, comme on dit, la full mid-level, donc 14 millions donnés à Damian Lillard. C'est comme ça donc qu'ils ont pu le signer, et je rajoute que ce faisant, ils parviennent encore à rester en dessous de la luxury tax, donc toujours intéressant pour une équipe, les propriétaires, ça les intéresse. Quand on a une équipe de jeunes ou en reconstruction, on veut pas trop payer, on accepte de payer à la fin du cycle. Quand on est vraiment très bon, on est blindé, on paye. Là, c'est vrai que Portland, même avec cette signature, reste en dessous de la limite de la luxury tax. Donc ça, c'est bien pour les propriétaires. Et ça a été permis parce que, en fait, il y a un autre joueur qui a été, dont le contrat a été racheté. On va en parler peut-être, d'ailleurs. c'est DeAndre Ayton, qui du coup s'est fait racheter son contrat par les Blazers un peu plus tôt. Donc voilà un peu pour le côté technique. C'est vrai que ce qu'on peut dire, deuxième point d'un point de vue technique, je pense que ce qui est intéressant, on en avait parlé ça aussi, je crois, début juillet avec Lillard, quand on avait appris que Milwaukee le coupait. Ce qui est intéressant, en fait, c'est d'arriver à l'avoir pour plusieurs saisons. Très simplement, c'est vrai que vu qu'il va manquer l'intégralité de la saison 2026 à cause de la pire blessure pour un sportif, je pense, en ce moment, c'est le tendon d'Achille, donc il va manquer tout 2026. L'intérêt de le signer, c'est pour au moins 2 ou 3 ans même, plutôt 3 ans, parce que on va pas juste le signer et le payer pour 26 et puis de nouveau dans 1 an sans avoir joué, il est free agent. Donc là, c'est vrai que l'opération est intéressante à mon avis d'accéder à cette mid-level, 14 millions en plus sur 3 ans. Donc comme ça permet un peu de le sécuriser. Et puis dernière technicalité sur le contrat qui est assez intéressante, je trouve, pour un peu les deux parties, à vrai dire, mais surtout Lillard. C'est que le contrat est structuré de telle manière que la 3e option est une player option. Et ce qui est évidemment extrêmement intéressant pour Lillard de plein de points de vue, parce que déjà, premièrement, souvenez-vous qu'il a son contrat des Bucks qui a été racheté par les Bucks, donc lui, il va toujours le toucher, il va toujours toucher cette somme. Donc je crois que c'était autour de 55 millions sur 2 ans encore, enfin 55 millions x 2 plutôt, pardon. Donc plus de 110 millions qu'il va toucher sur 5 ans plutôt que 2 ans, mais ça, c'est quand même du vrai argent qui rentre dans sa poche. Mais donc en plus aussi 14 millions de mid-level. Mais là où c'est intéressant, c'est que la 3e option, donc il y a 26, 27 et 28, eh bien 2028 est une player option. Et c'est vrai que c'est un peu le scénario rêvé à mon avis pour Lillard, et c'est bien qu'il ait réussi à le négocier et à l'obtenir, parce que en un sens, on sait que 26, il jouera pas. D'accord. 27, il va jouer, a priori. Et l'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'avec cette option, en fait, il a plusieurs choix. Soit il joue en 27 et c'est un peu compliqué, et puis il revient pas aussi bien, le marché est un peu plus fermé, où il y a moins d'équipes intéressées, et il va prendre son option, comme ça, en 2028, imaginez le scénario catastrophe où il n'arrive pas du tout à revenir de ça, et il aura 36 ans, bon, bah finalement, il pourra activer son option
prendre 2028 et avoir son argent, premièrement. Ou alors, même, surtout, je pense que d'un point de vue probabiliste, c'est ce scénario-là sur lequel je miserais, c'est que Lillard va pouvoir avoir une chance de se relancer en 2027 et donc, si ça se passe bien, ne pas prendre l'option et retester le marché. Et vous allez me dire, oui, mais il aurait pu le faire un an plus tard, ça. Oui, mais c'est vrai que au stade de la carrière de Lillard et à son âge surtout, qui est un âge pour un sportif assez avancé, en réalité, chaque année compte et elle compte beaucoup. En l'occurrence, pour un joueur comme Lillard qui je crois a 35 ans, donc l'été prochain 36, l'été encore après 37, ce sera peut-être maintenant qu'il faudra aller chercher un dernier gros contrat, on va dire. Et quand je dis gros, c'est pas 50 millions, c'est peut-être un peu plus important, peut-être en plus le salary cap va continuer de monter parce que le nouveau contrat TV va s'activer, donc il y a des sommes assez énormes qui vont rentrer de plus en plus. Donc bref, je pense qu'il y a aussi cette possibilité de dire que Lillard se dise bon, je me relance en 2027 dans ma deuxième année. Et si ça se passe très bien, je peux ne pas prendre l'option et retester directement le marché. Et d'ailleurs, soit pour partir, pour une plus grosse somme et une meilleure destination, soit sinon même rester à Portland, mais re-signer à Portland pour plus cher. Et pour plus cher et pour plus long aussi. Parce que je pense que ce sera a priori son dernier contrat, s'il en signe un été 2027. Alors que ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, à cet âge-là, chaque année compte, et puisque le déclin va être dans ces années-là de plus en plus grand, forcément qu'un an, ça fait beaucoup de différence, hein, le déclin est de plus en plus important quand on arrive sur la fin. Donc c'est vrai que rentrer le plus tôt possible en free agency, c'est quand même bien pour Lillard. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, hein. Il se sécurise un contrat long, enfin relativement long, mais avec cette porte de sortie dans le cas où ça se passe bien. Je trouve que c'est génial. Donc voilà, en termes de structure du contrat, c'est très bien pour Portland, pardon, pour Lillard, mais c'est aussi bien pour Portland qui va pouvoir aussi, ça c'est vrai je l'ai pas encore dit, mais l'argument qu'avance Shams Charania, l'insider de ESPN que vous connaissez, c'est que Shams dit de toute façon Lillard avait prévu d'être à Portland pour 2026, alors que 2026 il n'aurait pas joué, mais il y avait un peu ce raisonnement apparemment chez Lillard de revenir chez lui, de revenir un peu dans sa franchise et même sa ville. On sait que bon, c'est pas, malheureusement c'est sorti et ça a affecté ses résultats sportifs, etc. Mais on sait qu'il a vécu une année 2024 pas facile, sa première au Bucks, parce que divorce, parce que déménagement. Je crois que les enfants étaient restés à Portland, etc. Et donc là, Shams nous dit, voilà, il fait aussi ce choix pour se retrouver sa famille. Et en fait, de toute façon, il allait être à Portland en 2026. Donc c'est vrai qu'en un sens, bon, il y a le côté, bon, quitte à être à Portland, autant avoir un salaire, et un salaire actif. Il y aura toujours le salaire passif des Bucks qui va tomber, mais autant aussi avoir un salaire. Donc voilà, dans l'optique de pour me guérir, j'allais rentrer chez moi de toute façon à Portland, autant le faire avec un contrat, hein, c'est intéressant. Et d'un point de vue de la franchise aussi, c'est pas juste payer un mec à rien faire, entre guillemets. C'est aussi très intéressant de soi-même, en tant que franchise, avoir aussi le contrôle, ou plus que le contrôle, avoir aussi son mot à dire, ou de pouvoir suivre plutôt, pardon. Pas seulement le contrôle de décider soi-même, parce que le joueur a aussi son mot à dire, bien entendu. Mais je veux dire, quand on est la franchise, on peut aussi suivre son évolution, sa guérison, et même l'accompagner beaucoup mieux quand on a une structure professionnelle énorme comme les Blazers, plutôt que juste dans son coin Lillard, même s'il est très riche, etc. Voilà, c'est un peu... Là encore, hein, c'est un peu le meilleur des deux mondes au final. Et puis dernier point, on a un peu passé les technicalités, mais c'est vrai que d'un point de vue général, je pense qu'il y a un peu deux référentiels à avoir. Et moi, dans ma position de spectateur, qui d'ailleurs n'est fan d'aucune équipe NBA, et donc encore moins des Blazers, moi je dois dire que je suis un peu moins touché par l'aspect romantique, ou plutôt je dirais que moi en tant que spectateur extérieur, et j'ai ce truc de... Bon, c'est un peu décevant, parce qu'on avait parlé de Boston, qui n'aurait pas été compétitif en 2026, mais pour 27, pour avec Tatum et Lillard, et Jaylen Brown éventuellement, ou des mecs comme ça, enfin tout le Boston qu'on connaît, hein, pour le coup, on a parlé de Boston, il y avait les Warriors aussi, avoir Lillard avec Curry et Butler et Draymond, un peu la dernière danse des vieux briscards, ça aurait été très intéressant, voire même extrêmement intéressant. On avait aussi parlé de Miami, pourquoi pas qu'il avait manqué il y a 2 ans en trade, pourquoi pas le faire venir. Enfin bref, il y a quand même plein d'options qui étaient intéressantes en termes de spectacle. Et c'est vrai que nous, de notre position extérieure de spectateur, moi je suis un peu déçu qu'on n'ait pas finalement Lillard dans une grosse équipe, une grosse franchise. Après, évidemment, tout ceci ne nous concerne que nous, hein, comme si on suivait des personnages fictifs dans un film ou une série. En l'occurrence, c'est vrai que lui, et c'est aussi important à le dire, il y a l'aspect très personnel qu'on a dit, hein, de sa vie est à Portland, etc. Et puis je rajouterais même un autre aspect, au-delà du côté famille, enfant, et ainsi de suite. Il y a aussi le fait que faut se souvenir que Lillard est quand même un des joueurs, enfin,
a toujours été extrêmement loyal à la franchise des Blazers, au point même où, souvenez-vous, c'était même un peu pénible que finalement ils mettent du temps à demander son transfert, Lillard, parce qu'il se fait transférer en 2023, été 2023, enfin même plutôt automne, je crois de mémoire, fin de l'été, mais ça faisait déjà 2-3 ans qu'on savait que ça n'irait plus nulle part avec les Blazers et que ça aurait été bien pour lui qu'il parte, quoi. Et au final, c'est quelqu'un qui ne l'avait jamais fait. Et vraiment, j'insiste, mais pendant 2-3 ans, c'était un peu pénible. Encore une fois, hein, nous, en tant que spectateurs extérieurs, en disant, bon, ben, on a un joueur à l'NBA First Team, hein, même largement à l'NBA First Team, qu'on aimerait bien voir ailleurs que dans ce Portland qui est en train de reconstruire. Et finalement, la demande de transfert était tombée. Donc, peut-être certains vont dire, oui, mais pourquoi il revient alors qu'il avait demandé à partir? Non, on a aussi le cas d'un joueur qui a été drafté en 2012 à Portland, qui était resté tout le temps à Portland, qui aurait voulu rester, qui a mis d'ailleurs, parce qu'il voulait rester, qui a mis du temps à demander son transfert, alors que de toute évidence, il y avait un écart énorme entre l'avancée du projet, l'état du projet et son niveau de jeu. Finalement, il a fini par demander son transfert, mais parce que on était vraiment sur une impasse, quoi. On arrivait au bout, clairement. CJ McCollum avait été échangé, hein, son lieutenant. Plein de cadres aussi de l'équipe qui était bonne sur la deuxième moitié des années 2010 étaient partis. Et au final, on a déjà commencé en 2021, 2022, même 2023. Alors lui a été blessé une de ces saisons, mais on avait déjà commencé un peu le renouvellement. Prendre des jeunes, drafter des jeunes. Donc, globalement, c'est vrai que c'est arrivé en 23, si vous voulez, mais c'est quand même, voilà, on a quand même bien testé sa loyauté, on va dire. Ou plutôt, sa loyauté a repoussé une demande de trade en 23 qui, en réalité, aurait pu tout à fait tomber en 22, 21, voire même 2020, quoi. Donc c'est en un sens pour ça que je pense que le cas de Lillard est aussi un peu particulier et qu'on comprend, si on se met à sa place, et pas juste nous en tant que spectateurs, si on se met à sa place, évidemment que ça paraît logique, quoi. C'est sa franchise, pour toujours, ça le sera, sa franchise, ce qui ne veut pas dire qu'on va effacer les 2 années au Milwaukee, hein, qui sont moins pires que ce qu'on pourrait penser sportivement, en tout cas, je trouve. Mais voilà, sa franchise, c'est dans ce référentiel-là, en dehors même de l'aspect famille, il y a un aspect loyauté vis-à-vis du sportif qui fait que voilà, on comprend ce choix. Ok, donc ça c'est un peu le référentiel Lillard. D'ailleurs, faut dire aussi que c'est vrai que peut-être que Portland a un peu fini, on va dire, de le convaincre en lui donnant une mid-level complète, ce que ne pouvait pas faire, je crois, ou ce qu'ont pas voulu faire d'autres équipes. Boston, il n'y avait pas de mid-level. Hein. Boston, dans le second apron depuis X années, je sais plus s'ils l'ont utilisé cet été ou pas, mais en tout cas, ils avaient une mid-level qui était moins grande, Boston. Ils n'avaient pas 14 millions. Voilà, on parle de Miami, je sais plus exactement Miami, je sais plus, mais on parlait surtout de minimum. On parlait de les Warriors aussi, minimum. Donc, au final, Portland a peut-être réussi à le convaincre en offrant un plus gros salaire que à quoi on aurait pu s'attendre. Mais c'est peut-être aussi, d'un point de vue de Portland, aussi tendre la main vers un joueur qui est la légende de la franchise, quoi. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'explique pourquoi est-ce qu'on a pu dégainer. Et comme dit aussi, ne pas oublier que même en faisant cette full mid-level, c'est 14 millions, en plus déjà des 60 ou enfin 60 par an, mais donc des 100 qui va toucher de Milwaukee. Voilà, ça ne met pas dans le rouge non plus les Blazers. Donc en fait, tant qu'à faire, le marché était fermé, en tout cas quasiment fini. On était le 17 ou 18 juillet, je crois, quand c'est tombé. Donc si vous voulez, il restait plus grand monde sur le marché. De toute façon, Portland n'aurait pas utilisé l'argent pour d'autres joueurs, a priori, parce que la plus grosse cible sur le marché encore, ça doit être du Brogdon, mais ça s'est pas hyper bien passé, Brogdon à Portland. Donc bref, plus personne sur le marché, ça ne nous met pas dans le rouge, on reste en dessous de la luxury tax. Voilà, Portland a dit, allez, prends les 14 millions, même si on pensait qu'il partirait pour moins cher ailleurs. Donc ça, c'est un peu le cadre financier. Après, sportivement, c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Je sais que je suis pas dans l'école de pensée majoritaire, et je sais que beaucoup de monde va dire, oui, mais c'est peut-être un peu gênant vis-à-vis des jeunes. Et toujours un peu le côté, oserais-je dire, la légende, selon moi, de oui, mais tu mets des joueurs dans les pattes des jeunes et ça les empêche de grandir. Dans certains cas, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Dans d'autres cas, c'est vrai que c'est pas forcément un problème, puisque on va dire que si ça devient un problème, comme je dis toujours, hein, si ça devient un problème, c'est un excellent problème à avoir. Et par là, j'entends que si tu as un Shaedon Sharpe ou un Scoot Anderson qui sont tellement bons que tu as pas assez de minutes à répartir entre Lillard, je roule l'idée, et encore, est-ce qu'il sera là? On ne sait pas, mais Lillard et Scoot Anderson, si t'as pas assez de minutes à donner à ces deux-là, c'est un excellent problème à avoir, parce que ça voudra dire que Scoot Anderson se sera développé et sera devenu tellement bon qu'il mobilisera des minutes. Vous voyez? Alors que, en fait, il y a aussi un scénario où, en fait, Scoot Anderson n'explose jamais. Et donc, si, dans ce scénario où Scoot Anderson galère un peu à exploser complètement, t'es quand même pas mécontent d'avoir Lillard, hein, sportivement.
Donc voilà, et puis me rappeler aussi que dans la NBA d'aujourd'hui, la capacité d'évoluer de manière assez sereine avec plusieurs porteurs de balles en même temps, non seulement on peut le faire, mais c'est presque devenu une norme. Donc j'avoue que j'ai assez peu d'inquiétude à ce sujet, surtout que je l'ai dit aussi, en tout cas je l'ai un peu évoqué, mais est-ce que vraiment quand Lillard va revenir, Holiday sera encore là? Je ne sais pas. Pour l'instant il est arrivé, a priori c'est pas parti pour qu'il soit rééchangé. On en a un peu discuté il y a quelques semaines, mais a priori, je pense que Billups le voulait pas mal et compte le garder un peu pour le côté défense qu'on essaie un peu d'instaurer dans cette jeune équipe et qu'il a réussi pour le coup. Moi qui ai beaucoup tapé sur Billups parce qu'il a jamais voulu travailler avant d'être coach, mais on a quand même bien vu que là, c'est enfin devenu un bon coach deuxième partie de la saison, un bon spacing et surtout donc une bonne défense. Je pense que Jrue Holiday va s'inscrire là-dedans. Après voilà, Jrue Holiday est un peu vieux, soit il va être échangé parce qu'il y aura un contender qui va mettre le prix pour l'avoir, pour que Jrue Holiday soit là, la 5e ou 6e roue du carrosse de luxe d'une équipe qui va au titre et Portland pourra le lâcher. Ou alors, de l'autre côté, souvenez-vous aussi que, justement, il est très vieux, Jrue Holiday. Donc, Holiday qui était encore un porteur de balle, on va dire, pas dominant, mais à gros volume à Milwaukee, on a vu qu'à Boston, il a quand même passé 2 ans en étant plutôt un role-player de type connecteur et pas créateur. Plutôt le milieu de la chaîne ou la finition, plutôt que la création à haut volume. Donc, peut-être que la saison où il y aura personne, là, donc sans Lillard et en 2026, oui, c'est ça. L'an prochain, Jrue Holiday aura un peu de ballon. Après, le Jrue Holiday de dans 2 ans, qui aura 38 ans, je veux dire, c'est peut-être pas lui qui va priver Scoot Anderson ou Shaedon Sharpe de ballon si Shaedon Sharpe et Scoot Anderson deviennent très bons. Donc voilà, moi j'avoue que pour l'instant c'est pas un problème si grand que ça, le devoir ajouter Lillard dans ce groupe de Lillard, Jrue Holiday, Scoot Anderson, Shaedon Sharpe, parce que les jeunes c'est encore inconnu et que il y a de la place pour beaucoup de porteurs de balles actuellement. Voilà, pour résumer un peu. Et de l'autre côté, j'ai un peu commencé à le dire, Chauncey Billups qui a quand même réussi une deuxième très belle partie de saison, je trouve en 2025. Ça partait aussi de la défense. J'ai bien aimé le spacing, j'ai bien aimé le jeu de pick and roll de cette deuxième partie de saison, mais ça partait aussi de la défense. Il y a quand même un effectif qui aujourd'hui est très défensif, donc c'est vrai que en ce sens, même au-delà des de l'aspect émotionnel, de l'aspect nostalgique, de l'aspect loyauté, faire revenir Lillard pour la belle histoire. Je pense qu'il n'y a pas que la belle histoire. Je pense que très réalistiquement, tu peux te dire que en 2000, pas en 26 mais en 27. Tu auras des jeunes qui auront continué à grandir, tu auras une équipe qui peut-être sera toujours aussi solide défensivement, et donc, dans cette défense, avoir un Lillard offensivement, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout, d'autant plus que, je répète, Scoot Anderson et Shaedon Sharpe, par exemple, c'est même pas sûr qu'eux soient des créateurs majeurs dans 2 ans. Ça peut arriver, hein. Le développement peut arriver, mais c'est pas sûr, c'est pas à 100%. Jrue Holiday aussi sera vieux, donc, imaginons que dans 2 ans, pour 2027, t'es une top équipe défensive. Pour avoir des ambitions, il faut aussi que le marque des points en attaque. Or, peut-être que ça viendra de Lillard. Alors que si t'avais pas signé Lillard, tu aurais encore cherché encore et encore un peu de création offensive. Donc là-dessus, ça me dérange pas et même, je trouve ça plutôt bien. Plutôt bien. Vous voyez que il y a quand même pas beaucoup de points négatifs. Le seul point négatif que j'ai cité, finalement, ça concerne ni Lillard, ni Portland. C'est peut-être nous, en tant que spectateurs extérieurs. En tout cas, ceux qui auraient peut-être voulu voir une méga team aux Warriors, une méga team à Boston. Voilà, mais à part ça, c'est un référentiel extérieur, on s'en fiche de ça. À part ça, je trouve que niveau finance, niveau sportif, niveau Lillard, niveau Portland, il y a quand même pas grand-chose à dire, hein, pour le coup. Vraiment pas grand-chose à redire. On a un Lillard qui retourne chez lui, dont la convalescence va être suivie par la franchise, qui va l'accompagner, qui lui donne un beau salaire sans que ça la pénalise elle-même. En plus, Lillard va aussi continuer à toucher pas mal des Bucks, donc merci à Milwaukee. Le seul point, c'est vrai que j'y pense maintenant, c'était pas prévu, mais le seul point que je voudrais rajouter tout de même, je vois quand même pas mal de tweets ou de vidéos, de trucs comme ça sur en fait Joe Cronin et Portland sont les immenses gagnants du trade d'il y a 2 ans. Je peux comprendre. C'est pas complètement faux en un sens, mais si vous voulez, il y a un peu cet argument de finalement les Blazers ils ont gagné ça et ça dans l'échange de Lillard, pour finalement juste louer Lillard 2 ans aux Bucks, et aujourd'hui Lillard revient et donc les Blazers ont et Lillard et tous les trucs qu'ils ont eu en échange, quoi. Je suis d'accord tout de même. Pour apporter un peu de nuance, une mini nuance, pour dire, peut-être pas pour dire non ils sont perdants, juste pour dire ils auraient pu être encore plus gagnants. Pour moi, il y a l'élément déjà il y a un élément un élément de réussite et de chance. En fait, c'est vis-à-vis de ce trade là. Le trade de Lillard, souvenez-vous, c'est quoi? C'est d'abord les Blazers qui ciblent, souvenez-vous, hein, c'était sorti comme info, ils avaient ciblé Ayton comme pièce principale de l'échange, DeAndre Ayton,
Et ensuite, il fallait trouver une troisième équipe où envoyer Lillard. C'était un trade en triangle. Ils ont trouvé Milwaukee au final. Mais voilà, moi je veux quand même pas qu'on oublie un peu Ayton qui a été un peu catastrophique quoi pour le coup. L'expérience Ayton a été catastrophique. En plus, ils ont pas arrêté de drafter des pivots. Alors tant mieux, hein, c'est des pivots qui étaient talentueux, donc ok. Mais je veux dire, je trouve ça un peu facile aujourd'hui de faire des tweets sensationnalistes ou des ou des segments TV ou de dire waouh les grands gagnants, regardez, ils ont Lillard et en plus ils ont Toumani Camara, ils ont Deni Avdija. Oui d'accord, mais il y a aussi quand même Ayton quoi, qui est venu, qui a été une catastrophe alors que c'était la pièce centrale du trade de Lillard. Et ce que je veux dire, c'est que les Blazers sont en très bonne position aujourd'hui. Je pense qu'en un sens, ils auraient aussi pu être en meilleure position. Il y a un scénario où, si la pièce centrale, et je parle pas des tours de draft, hein, parce que oui, il y a des tours de draft dans le lot qui sont là, et donc ça fait partie du côté gagnant. Mais si la pièce centrale, en tant que joueur, en tant que gros salaire qui était arrivé à Portland, avait été quelqu'un d'autre que Ayton, peut-être qu'en fait, les Blazers auraient été encore plus gagnants aujourd'hui. Donc, voilà, juste une petite parenthèse pour pas non plus oublier c'est ce mini-échec. Et puis, deuxièmement, ce mini-échec est aussi largement oublié aujourd'hui de Ayton. Oublié parce qu'il y a Toumani Camara qui vient dans le trade depuis Phoenix, qui venait d'être drafté et qui de suite a fait ses valises avant de jouer pour les Suns. Toumani Camara qui est aujourd'hui un des tout meilleurs défenseurs de NBA, un mec qui... Enfin voilà, c'est l'extrêmement belle histoire. Je pense qu'il y a aussi une part de chance là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas les Blazers qui ont comment dire, c'est pas eux qui l'ont scouté ou qui l'ont ciblé absolument, et c'est pas eux qui l'ont drafté d'ailleurs, alors qu'ils avaient des pics, et pourtant les Blazers n'ont pas drafté Toumani Camara. C'est un mec qui est mis dans l'échange pour l'équilibre des salaires, parce que les Suns c'était second à Pron à l'époque et tout, donc l'échange devait se faire avec, il fallait envoyer absolument plus d'argent que tu t'en recevais, etc. Donc bref, à l'époque Toumani Camara c'est un peu un bouche-trou de salaire, donc c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Et tant mieux, et là-dessus, tu peux dire oui, là, t'es vachement gagnant là-dessus. Et ça peut peut-être compenser Ayton. Mais il y a une part de chance aussi. Donc bref, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut juger au final, 2 ans plus tard, cet échange. Je vois que beaucoup de monde le juge très, très favorablement, puisque Lillard est revenu, et donc ça fait une espèce de location pour pas grand-chose. Mais bon, je trouve que parfois on oublie un peu le cas Ayton, qui est un vrai échec, pour le coup. Et qu'en fait, mais après c'est peut-être une différence également, c'est que moi, j'estimais tellement sportivement et donc en termes de cote sur le marché aussi la valeur de Lillard en 2023 que m'est avis que, et c'est ce qu'on disait à l'époque, qu'on pouvait largement avoir mieux que le deal qu'ils ont eu. Après, on est 2 ans après et on est sur quand même un scénario optimiste et idéal par rapport à ce deal. Mais voilà, c'est pas parce que Lillard revient que du coup le trade devient bon en fait. Bon, après, cette mini nuance mis à part, une fois que je l'ai dit, on le met de côté. C'est vrai que les Blazers sont quand même dans une sacrée bonne situation, je trouve, d'un point de vue des trades depuis 2-3 ans. D'ailleurs, ils ont fait sans doute le meilleur trade de NBA, je pense, depuis 2 ans, qui est le trade de Avdija, qui était un non-sens total pour moi côté Washington. Je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais on a vu que les Blazers ont récupéré un mec assez, vraiment excellent, je trouve. Donc ça, c'est peut-être un des meilleurs trades de NBA parce que c'est quoi? C'est contre Brogdon de mémoire. Brogdon et un pick. Donc bref, il y a quand même Avdija. Il y a quand même Scoot Anderson qui est un 2e pick de draft et qui a montré quand même des progrès en 2e année, donc on espère beaucoup mieux. Il y a l'assise défensive qui est quand même très bonne et le coaching de Billups qui se révèle, alors que encore une fois, moi je lui tapais dessus, c'est pas parce que je l'aime pas subjectivement, c'est parce que c'est un mec qui a jamais voulu bosser en tant qu'assistant avant de devenir soit GM, soit coach. Ça me plaisait pas trop quoi. En fait, il faut passer par là, tu peux pas inventer ton métier. En l'occurrence, il a fait 1 an d'assistant chez Tyronn Lue. Le métier a eu le temps de rentrer un peu, au moins, mais ça n'a pas été un top coach pendant longtemps. On a bien vu, encore une fois, je répète, on a bien vu une bonne 2e partie de saison. Donc ça, c'est aussi satisfaisant. Donc Billups plus Avdija, qui est pas un créateur principal, mais qui est quand même un excellentissime joueur NBA. Tu as Toumani Camara, qui est un peu sorti nulle part. Tu as Matisse Thybulle, en plus, qui, non pas sportivement, mais qui a un contrat à 11 millions, qui vient de prendre son option. Thybulle, je pense qu'il va se faire échanger dans la saison. Donc tu auras moyen de le vendre à quelqu'un et de récupérer un truc en plus. Klingan, qui vient d'être drafté et qui, l'an passé en tout cas, il va être sophomore, mais qui est défensivement déjà un des meilleurs protecteurs de panier de toute la NBA, vraiment. Donc ça c'est cool. Plus le Yang Hansen ou Hansang Yang, je sais pas comment on le prononce au niveau des noms chinois, mais qui, moi on m'explique que c'est un reach, qu'il n'était pas attendu premier tour et que c'est un reach de le prendre de le prendre en 16. Bon, d'après ce que je vois en Summer League, ça m'a pas l'air d'un reach, moi je l'aurais pris top 3, mais non mais franchement, les Blazers sont quand même dans une situation qui est quand même géniale. Donc voilà, on suivra aussi comment ça va se passer, mais au final, je trouve qu'on a pour l'instant une très bonne situation
contractuelle et de masse salariale, hein, pas dans la taxe. Ils ont aussi accumulé 2-3 bons pics en plus, plus les jeunes qui sont quand même pas mal, plus également le retour de Lillard. Et c'est vrai que ça, je l'ai pas dit encore, c'est un peu trivial peut-être, mais avoir une présence comme Lillard, même s'il ne joue pas, c'est vrai que c'est quand même très cool dans un vestiaire. J'adhère pas totalement à l'idée de il va pouvoir tout apprendre à Scoot Anderson, et ça se transpose pas aussi facilement, hein. C'est pas parce que il y a un mentor que l'élève apprend ou acquiert des skills qu'il n'a pas ou qu'il ne pourra jamais avoir. Mais c'est quand même bien d'avoir une présence comme ça dans le vestiaire, et je pense qu'un mec comme Billups, qui a l'air aussi d'être un coach, un coach, un ancien joueur, donc c'est un peu un coach aussi à l'ancienne, ou un peu leadership, etc. Voilà, aujourd'hui avoir un effectif où il y aura et Jrue Holiday et Lillard, je pense que c'est bien pour un Billups. C'est même très très bien. Donc au global, on peut conclure sur ce sujet. Je pense que tout est bien. Voilà, il y a pas trop de nuances à mettre. Bon, à part la petite nuance que j'ai mis moi sur le trade 2023, moi ça ne me le fait pas rehausser en termes de à quel point c'est un bon trade ou pas autant que certains. Mais bref, avançons sur un autre cas, le cas des Los Angeles Clippers. C'est vrai qu'il s'est passé 2-3 choses du côté des Clippers. Alors d'abord, un premier move qui a été le trade de Norman Powell, que je pense personne n'a vu venir. Donc on va un peu détailler cet échange. Donc Norman Powell va à Miami. Voilà. Miami envoie Kevin Love et Kyle Anderson, qui étaient là depuis les Warriors, le trade de Butler. Donc Kyle Anderson, c'est eu 9 millions, je crois, part à Utah, en compagnie de Kevin Love, qui lui aussi va à Utah. Et troisième équipe, c'est le Utah Jazz, qui envoie John Collins. Il l'envoie du côté des Clippers. Et également, dans l'échange, nous avons des pics qui transvasent de l'un à l'autre, puisque nous avons aussi un choix 2027 du deuxième tour des Clippers. Donc pas très cher, qui va au Jazz pour ceci. Donc grosso modo, les Clippers abandonnent totalement Norman Powell, qui a été un joueur majeur de la saison 2025 des Clippers, et ils vont chercher plutôt le poste 4 John Collins. Moi, je dois dire que je suis pas le plus grand fan de John Collins. D'ailleurs, c'est pas que moi, s'il n'a pas bougé de Utah depuis 2 ans, je crois, et que personne n'est venu le chercher, alors qu'il avait un contrat pas si embêtant que ça, hein, 26 millions, c'est pas peu, mais c'est pas non plus énorme, hein. Je pense que la NBA est quand même un peu de cet avis, en tout cas. Mais bon, on va un peu détailler tout ça. Ce qui est peut-être le plus surprenant, à mon sens, c'est le départ de Powell. Pourquoi est-ce que Powell s'en va des Clippers? Pourquoi est-ce que les Clippers tournent la page de Powell? Bon, il y a aussi un aspect, en fait, il était free agent, il allait devenir free agent l'été prochain, et sans doute que les Clippers ne voulaient pas forcément lui donner une extension de contrat, ni pendant la saison, ni l'été prochain. Donc plutôt que le perdre pour rien, tu l'échanges contre autre chose. Mais rien que ça, en soi, à mon avis, n'était pas une raison suffisante, puisque vu à quel point Powell a été intéressant sportivement, et important même sportivement pour les Clippers, à mon sens, le simple fait de dire non, on veut pas le perdre pour rien, ne surpasse pas la perte sportive de l'échanger maintenant. Ça fait pas sens, quoi, pour le coup. Je crois que je préfère encore le perdre pour rien l'été prochain, mais tout de même faire une vraie saison 2026 avec lui, j'aurais préféré ça, plutôt que dire non, on veut absolument pas le perdre contre rien, donc on l'échange maintenant, et tant pis pour ce que ça va nous handicaper en 2026, quoi. En l'occurrence, ce trade est allié avec un autre élément, et c'est ce qu'on a dit un peu de suite quand on a vu cet échange, c'est que, effectivement, je pense que les Clippers ont fait ça parce que ils avaient sous le coude un peu la signature de Bradley Beal, qui a enfin été officialisée juste après. Alors pas juste après, quelques jours après, mais parce que Bradley Beal, sa date butoir du buyout était le 15, je crois, 15 juillet. Il y avait des waivers ensuite qui ont duré 2 jours. Donc là, ça y est, il a été signé officiellement du côté des Clippers. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il faut mettre les deux moves ensemble. On peut pas expliquer un seul que le trade en soi. Je pense que la stratégie est globale et que les Clippers sont activés, ont appuyé sur la gâchette en sachant que Bradley Beal allait venir. Ou alors ils ont vraiment joué. Ils ont vraiment été très parieurs et très très cavaliers. Mais non, je pense qu'ils avaient un peu ça sous le coude, donc c'est pour ça qu'ils ont appuyé sur la gâchette. Et en effet, c'est vrai que bon, effectivement, Powell a été un joueur extrêmement intéressant. Le shoot à 3 points d'élite, comme depuis toujours. Le drive, même un peu de création balle en main, même plus qu'un peu de la création balle en main, même si on a vu aussi en playoff les limites, c'est-à-dire que c'est un scoreur, d'accord, ce que j'ai un peu catégorisé moi comme les gunman ou les Barretta, c'est-à-dire on a fait un podcast là-dessus l'été dernier, mais un peu des mecs où tu leur donnes la balle, ils vont scorer, quoi. Ils vont pas non plus créer beaucoup de jeux collectifs. En soi, c'est pas grave, sauf que ça ne se transpose pas très bien en playoff, on l'a bien vu, puisque en réalité Denver, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ne l'ont pas laissé scorer facilement, ils lui ont mis la pression. Ils ont fait des edges, sur pick and roll ce qu'on appelle des edges, donc des 2 contre 1. Et en réalité, là où ça n'a pas passé, c'est que c'est un joueur qui n'a pas le passing pour battre ses edges, pour battre ses couvertures un peu plus complexes, mais aussi surtout plus agressives sur lui. En fait, vous prenez une superstar, n'importe laquelle, ou un joueur de offensif de très haut niveau, bon, bah, il se prend une prise à 2 sur le pick and roll, il passe par-dessus, il va trouver le corner opposé, etc. Bon, je caricature un peu, mais il y a quand même un peu cette idée qu'un attaquant d'élite, donc, par là, j'entends aussi très complet, il peut punir des edges. Soit tu laisses l'espace, il peut scorer, soit tu laisses pas l'espace, et il peut punir par le passing. C'est un peu c'est le meilleur des 2 mondes. Ça, c'est les meilleurs joueurs. En l'occurrence, Powell n'a pas ça. Et je trouve que la série contre les Nuggets a bien montré un peu ses limites de profil, mais qui sont un peu normales, parce que Powell a fait une très grande saison. On n'est pas surpris. Powell, c'est quelqu'un qui a sans doute été un peu sous-estimé toute sa carrière en tant que joueur de rotation, voire 4e, 5e, 6e homme du carrosse. Et là, il a été projeté plutôt 3e option de création. Bon, là, c'était peut-être un peu trop pour lui, quoi. On a vu que il n'y avait pas cette palette complète. Donc, c'est vrai que c'est un peu moins grave, au final, d'abandonner Powell, si c'est pour le remplacer par quelqu'un qui, mine de rien, n'est pas non plus lui-même Luka Doncic ou James Harden prime, mais tout de même un attaquant bien plus complet. Et j'avoue que bon, la question de Bradley Beal, on va peut-être pas la traiter aujourd'hui, à quel point il fait une bonne saison ou pas, à quel point il est encore fort ou pas. Ce que je peux dire, c'est que je trouve que les critiques ont été très acerbes sur lui. Je pense que les critiques auraient dû s'en tenir plutôt au mode de fonctionnement et de construction d'équipe des Suns, parce que je vois aussi que, par exemple, j'ai vu un tweet de Bill Simmons qui s'invente que Bradley Beal a refusé d'être et a fait la tête en étant la 3e option parce qu'il voulait pas être la 3e option de Booker et de Durant, et pourtant il va signer là pour être la 3e option de Harden et de Kawhi. Ça, par exemple, moi c'est un truc que je n'ai jamais vu. Enfin, je pense qu'on est un peu dans l'invention totale, mais mais pour le coup, j'ai quand même pas beaucoup de souvenirs de Bradley Beal qui fait la tête ou non. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Bradley Beal était surpayé. Pas de manière outrancière, mais il était surpayé. Parce que, à l'époque, Washington, pour garder ton joueur, où t'es un marché qui attire peu de free agents, voilà, en gros, t'es pas New York ou Los Angeles, grosso modo, tu donnes des gros salaires, tu donnes un super max. En plus, il y a la question de la no trade clause aussi, mais ça, c'est aussi le camp de Bradley Beal qui avait bien joué. De réclamer cette no trade clause, ils leur ont donné. Donc, Beal était surpayé. D'accord. Mais là où c'était plus grave, c'est qu'il soit surpayé en tant que 3e option offensive des Suns. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je pense qu'on va pouvoir retrouver un peu un excellent Bradley Beal, en fait, qu'on avait eu sur un minutage et sur un rôle qui était beaucoup plus réduit. Et le problème, c'est pas Bradley Beal. Le problème, c'est que t'as 3 salaires à plus de 160 millions aux Suns, qui faisait que t'avais pas de 3&D, t'avais pas de pivot, etc., etc. C'est plutôt ça pour moi. Donc, je trouve qu'en un sens, les critiques ont été très dures, mais j'avoue que, et vous pouvez ne pas être d'accord, mais je pense qu'il y a tout de même pas photo entre le joueur qui est Bradley Beal et le joueur qui est Norman Powell, et d'autant plus quand on rajoute la donnée maintenant de rentabilité, de rapport qualité-prix, c'est-à-dire que oui, quand tu as Norman Powell qui est en fin de contrat, qui va demander un nouveau gros contrat, etc. Ça, ou alors plutôt Bradley Beal que tu peux signer sur une mid-level ou sur une partie même de la mid-level, même pas la mid-level complète, puisque je crois qu'il a pris seulement 11 sur les 14 de la mid-level. Bon, voilà, le rapport qualité-prix, il est vite fait. Et peut-être que je sous-estime le temps qui passe, ou peut-être que, je ne sais pas, mais, enfin, je sais pas, souvenez-vous, c'était à quoi, il y a 3 ans, 4 ans qu'il était aux Wizards et qu'il était vu, son énorme saison, All-Star, All-NBA, etc., où il met plein de points et on est limite, on va le mettre dans la conversation top 5 NBA, ce qui était aussi une disproportion, je trouve, dans l'autre sens, un extrême dans l'autre sens. Non. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve qu'on obtient un 3e porteur de balle à un prix réduit cette fois-ci. Donc, là où c'est intéressant, c'est que il n'est pas payé 55 millions. Donc, on a autour le reste de l'effectif qui est déjà construit et qui est déjà très cohérent. Or, quand on élimine donc cette notion de finalement le financier, on a un mec qui peut porter la balle, qui peut créer, donc, notamment, pourra, je l'espère, sans doute faire mieux que Powell en tant que 3e option, 3e porteur de balle principal dans un contexte de playoff. Je pense que Bradley Beal peut faire mieux en termes de scoring, mais surtout lecture de jeu. Il pourra pas se faire blitzer et contenir aussi facilement que Norman Powell ne l'a été contre Denver. Donc on a cette donnée-là. Mais on a aussi le fait que c'est également, on perd pas en fit off-ball, si vous voulez. Powell est un excellentissime, même élite shooter à 3 points. Bradley Beal n'est peut-être pas à ce point élite, mais c'est quand même un mec qui peut totalement évoluer off-ball. C'est aussi, au passage, un excellent driver qui a toujours été un peu sous-estimé de ce point de vue-là, et qui, en plus, défensivement, ça peut être pas mal.
Alors, je dis pas que ça a été parfait tout le temps du côté des Suns. Je dis pas même qu'à l'époque des Wizards, c'était parfait. Mais ça peut être correct. Et surtout, là où je mettrais aussi la différence principale, c'est que aux Suns, il manquait un peu un créateur collectif de très haut niveau. C'est-à-dire que pour moi, si le trio avait été, non pas Booker, mais par exemple Luka Doncic, avec à côté Durant et Bradley Beal, bon, bah finalement, on aurait eu un peu ce côté Luka Doncic assure la création de jeu, le fond de jeu finalement, et à côté, t'as que deux scoreurs un peu pour eux-mêmes ou un peu plus unidimensionnels où c'était pas grave. Là, ce qui manquait un peu, comme on a dit pendant longtemps à Phoenix, c'est qu'on avait un peu, il manquait un vrai casseur de défense. On avait des terrasseurs de défense, on avait notre fameuse dénomination où on dit un terrasseur de défense, c'est le mec qui peut scorer malgré la défense. Le casseur de défense, c'est le mec qui crée un décalage et qui est capable de l'exploiter. Ce qui est pas pareil. Durant, c'est pas un mec qui va créer beaucoup de jeux de collectif, c'est juste, je shoot par-dessus la tronche de mon mec. Mais c'est pas pareil. Bref, ce que j'aime bien ici, c'est que Bill n'aura pas autant d'attentes de création collective non plus, parce qu'en fait, tu as déjà James Harden, qui est un peu le dépositaire du jeu, du côté pick and roll et même isolation encore. Et puis, il y a aussi Kawhi qui est là pour un peu assurer de l'isolation et dans ce style de jeu de Tyronn Lue qui se repose beaucoup sur la création de mismatch pour ensuite être attaqué en 1 contre 1. C'est très simple, mais ça fonctionne. Voilà, il y a aussi Kawhi qui prend ça, il y a aussi Zubac qui va être là pour ses post-up et sa création et son pick and roll, etc. Donc au final, je pense qu'on prend quelqu'un qui, à mon sens, et encore en termes de qualité par minute passée sur le terrain, un joueur qui est largement encore top 50 NBA, largement, il fait encore une saison où il est largement efficace, sur un petit volume, etc. Je pense que tu mets un joueur là-dedans, à ce prix-là, c'est génial. Après, bon, ne passons pas plus de temps sur Bradley Beal, c'est un peu, on enfonce des portes ouvertes en disant qu'il est bon, surtout à ce prix-là, mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est l'ajout de John Collins. Je ne sais pas dans quelle optique ce move a été fait. Je ne sais pas si c'est réellement pour obtenir finalement John Collins ou c'est plus une question d'opportunité de se débarrasser entre guillemets, de laisser filer Norman Powell qui va être en fin de contrat. Et à l'inverse, nous on récupère le contrat de John Collins qui est certes un contrat finissant, mais je pense que ça fait partie de la réflexion. À mon avis, les Clippers se disent que on le prend maintenant. Il joue un an chez nous, on a ses droits, et on pourra le prolonger, mais on va pouvoir le prolonger beaucoup moins cher que notre ami Powell. Je pense que Powell, actuellement, sur le marché, il peut aller chercher les 20, 25, même s'il est un peu vieux, pour le coup, mais tout de même. Powell, en plus, il aura beaucoup de ballons du côté de Miami, à mon sens, parce qu'il manque un peu de création pure. Donc voilà, Powell qui était à 20 millions, mais je pense que la prolongation aurait été pour du 20 millions sur 3 ans, ou même 25 millions par an sur 3 ans, voire même plus, pourquoi pas les 30 millions, en tout cas c'est ce qu'il aurait réclamé. Je pense que Collins, il y a un peu plus ce truc de on peut le prolonger pour beaucoup moins que 20 ou 26 millions l'année actuellement, parce qu'il sort pas d'une aussi bonne saison, il n'a pas le même niveau de carrière, etc. Donc peut-être qu'il y a ce côté rétention de valeur, le fameux principe de rétention de valeur. Powell, soit on le perdait, soit on le gardait, rétention de valeur, mais pour très cher, donc ça aurait été embêtant. Alors que Collins, si ça se trouve, en juin prochain, va tomber la prolongation à, 12 millions l'année sur 3 ans ou un truc comme ça. Parce que ça sera un rôle de role player, justement, là où Powell était un rôle plus majeur. Donc bref, ça c'est un peu le côté financier. Je suspecte un peu que les Clippers vont faire ça. C'est un peu tout l'intérêt de l'avoir maintenant. Après, la vraie question, c'est quid de l'impact sportif et de comment est-ce qu'il va jouer. Est-ce qu'il va jouer beaucoup, pas beaucoup, dans quel rôle? La principale limite, comme d'habitude, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné par les Hawks, c'est la défense. Assez clairement, c'est la défense. C'est pour ça que Atlanta a un peu jeté l'éponge, alors qu'il a des qualités par ailleurs. Mais c'est vrai que on ne peut que se poser la question. Et ça m'a fait penser moi à des tweets que j'ai fait, enfin des avis que j'avais à l'époque en 2017 ou 18, je crois, quand il se fait drafter en 17. Donc ça doit être pas loin autour de ça. Où en fait, pour moi, c'est un joueur qui était hyper intéressant, mais qui en attaque est un pivot, ou doit être utilisé comme pivot / poseur d'écran, mais qui en réalité, défensivement, serait peut-être plus intéressant d'être vu et utilisé presque comme un extérieur, en fait. Parce que les limites de John Collins, c'est qu'il a pas beaucoup de taille, il a des longs bras, donc ça c'est bien, mais défensivement, c'est pas quelqu'un qui est capable d'assurer ce qu'on appelle les fonctions d'intérieur, de protection de panier, de pick and roll, de haut niveau, de rebond, d'ailleurs non plus, etc. Donc voilà, tous ces trucs on va dire de défense intérieure, il peut pas. Alors que, en plus, de l'autre côté, c'est ce que j'ai argumenté du coup il y a quelques années, c'était de dire, en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est sa mobilité. Et pour le coup, c'est plus facile, ce sera plus facile d'atteindre un niveau correct sur de la mobilité de switch ou
grosso modo de le faire défendre des postes 3, hein, si on exagère un peu, plutôt que de dire non, tu vas jouer poste 5 défensivement, tu défends sur le gros adverse et donc tu dois faire un drop, tu dois faire un edge, tu dois protéger le panier en deuxième rideau, voilà. Ça, pour moi, on peut pas. Or, ce qui est intéressant dans cet argument-là, et ce que je dis à l'époque, et ce qui est encore vrai, c'est que pour accomplir ceci, c'est-à-dire optimiser la valeur de John Collins en attaque, il faut que lui pose l'écran, mais pour pas qu'il nous handicape trop défensivement, il faut que quelqu'un d'autre défende l'intérieur à sa place. Les profils de ce type sont assez rares. Il se trouve que les Clippers viennent de signer un des rares mecs sur le marché qui peut faire ça. Et celui-ci s'appelle Brook Lopez. Et c'est là-dessus où c'est donc extrêmement intéressant. C'est que j'arrive très bien à envisager une paire donc du coup en sortie de banc, plutôt que, il y a 7 ans peut-être, 6-7 ans, où on se disait ça pourrait être une raquette titulaire. C'était même la raquette de rêve titulaire de John Collins avec Brook Lopez. Aujourd'hui, âge plus avancé, c'est en sortie de banc, mais vous voyez un peu l'idée, quoi, de Brook Lopez qui va défendre à l'intérieur, qui fait le pick and roll, qui défend le gros en termes de match-up principal. On le met sur le pivot adverse, il fait le drop, il défend le panier, etc., etc. Et de l'autre côté, c'est lui qui reste à 3 points off-ball, donc plutôt dans le périmètre, et c'est John Collins qui pose l'écran. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, parce que John Collins a aussi un petit jump shot qui d'ailleurs depuis 2 ans est pas trop mal, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même aller revérifier, j'ai oublié de le noter. Mais il a un petit shoot, mais on va dire que sa meilleure manière d'être utilisé en attaque, c'est la pose d'écran et c'est le fait de rouler au panier. Donc ça, ce serait génial si tu pouvais en effet combiner plutôt John Collins en poseur d'écran et donc avec du spacing, plutôt que si tu le mets titulaire et que Collins doit poser plein d'écrans pour Harden, mais que dans la raquette, il y a Zubac, ça marche moins bien. Vous voyez? Donc, je pense qu'en un sens, il faut le voir comme un rôle plutôt, on va dire, 20 minutes, 22 minutes, 23 minutes, un peu ce rôle-là, mais qui va apporter une certaine flexibilité de line-up, dans le sens où tu pourras jouer des line-up de plein de configurations différentes, soit des très gros, avec Zubac et Brook Lopez, soit des un peu plus légers, avec pourquoi pas d'ailleurs un John Collins un peu au poste 5 si c'était un fou du switch all comme on sait que Tyronn Lue peut l'être. Enfin bref, il y a quand même une variété de choix à l'intérieur très intéressante, et donc notamment cette possibilité de voir un pick and roll avec plutôt John Collins en poseur d'écran en sortie de banc, et à côté de lui Brook Lopez qui lui aussi pourra pas, je pense qu'à ce stade de sa carrière ne peut plus jouer 35 minutes de qualité, donc plutôt minutage un peu plus réduit. Donc finalement t'as quand même peut-être la meilleure raquette en sortie de banc de NBA. En plus, quand on le combine au fait que Bradley Beal peut le faire bien, même très bien, mais surtout James Harden peut le faire très très bien, c'est le jeu de pick and roll. Donc c'est aussi là où la signature de John Collins fait sens. C'est cet aspect de, je l'ai peut-être pas explicité encore, mais vraiment, ça peut être une menace d'élite en termes de rôle de pick and roll, poser l'écran et surtout plonger au panier, parce qu'il est moins grand que certains, mais encore assez explosif, avec des bras très longs, et même ce savoir-faire de rouler au panier. Donc je pense que assez clairement, on peut faire des choses très sympas. Ma seule question c'est, ok, sur la régulière ça va être très bien. Maintenant, quid des playoffs? Pour le coup, le remplacement de Powell par Bradley Beal, je pense que la transposition en playoff, j'ai pas trop d'inquiétude, comme on l'a déjà dit, Beal étant un peu plus complet, notamment sur le passing. Par contre, c'est vrai que John Collins peut aider en SR, mais est-ce que la défense peut tenir en playoff? Est-ce que les line-up où lui est à l'intérieur, même poste 4, mais est-ce que ça marche assez bien? Est-ce que Brook Lopez a encore assez de jus dans le moteur pour que ça marche? Est-ce qu'on va plutôt insister sur des line-up avec Zubac à côté de Collins? C'est aussi pourquoi pas. Je ne sais pas, mais franchement, j'aime, on va dire, bien l'idée théorique, tout en gardant peut-être certaines, non pas réticences, mais interrogations sur du playoff. Mais bon, après c'est peut-être de la mégagnance que je mets ici, parce que ça fait quand même, mine de rien, un joueur NBA, on va dire, de plus. Il y a 2 semaines, t'avais Norman Powell. Aujourd'hui, t'as Bradley Beal et John Collins. Donc ça fait quand même un joueur de rotation intéressant de plus pour ces Clippers qui, je pense, ont fait une des meilleures intersaisons de toute la NBA, quoi, pour le coup. Donc voilà, je pense que le trade de Collins doit être associé non seulement à la signature de Beal qui vient remplacer Powell, mais en plus dans le contexte de pick and roll James Harden, Brook Lopez qui peut défendre pour lui, mais aussi espacer le terrain pour John Collins, et ce qu'on appelle un peu la flexibilité de line-up et ce côté plein de configurations possibles pour Tyronn Lue. Et d'ailleurs, j'ai même pas dit, mais
Donc j'ai retrouvé les stats, oui, effectivement, ça fait quand même 2 ans qu'il shoot pas mal du tout. Utah, il est à 40%, donc peut-être un peu moins quand même, 38% sur un petit volume, ça c'est un peu embêtant, mais il y a au moins un petit catch and shoot, d'accord. Mais surtout, j'ai hâte de voir plutôt la défense, en fait. À quel point est-ce qu'un mec comme Tyronn Lue, voilà, John Collins, il a 27-28 ans, même pas quoi. Enfin, il est pas si vieux que ça. Donc je pense qu'il y a un aspect de mobilité et d'outils physico-athlétiques intéressant pour un rôle réduit, qui n'est pas du tout un rôle de star, hein, comme on l'a connu jusqu'ici, où voilà, si t'es mauvais et que t'as un gros minutage, bah ça démultiplie un peu la valeur négative, on va dire. En revanche, sur un petit minutage, plus petit en tout cas, rôle précis, en plus une équipe qui va défendre bien, a priori, plus un coach défensif, je me dis bon, pourquoi pas. C'est aussi une étape différente de sa carrière. Hein. C'est pas pareil devoir jouer un peu les role-players à 28 ans, hein, où t'as la tête un peu plus dure, quoi, t'as les idées un peu plus en place que quand t'as 21 ans, 22 ans et que tu veux encore, t'as un peu des rêves de titulaire, et non, mais moi je fais pas le sale boulot, ou je m'y attelle moins, voilà, c'est quand même pas pareil 21, 22 ans ou 28, donc voilà. Au final, ça m'a un peu surpris à l'époque, on va dire dans les 5-10 minutes de ce trade, mais c'est vrai que quand tu te dis, et c'est arrivé, quand tu te dis oui, mais il y a peut-être Bradley Beal qui arrive, ça fait sens. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Et puis donc, petit point financier, après on arrête sur les Clippers. Donc 192 millions de salaire, 192 actuellement, ce qui est donc au-dessus de la luxury tax. Et je crois que non, ils sont encore un peu en dessous du premier apron qui est à 195, je crois, de mémoire, ou un peu autour de là. Donc luxury tax, oui, mais pas premier apron, et donc pas non plus second apron, mais ils se sont hardcapés dans le premier apron. Donc de toute façon, durant toute l'intégralité de la saison, ils pourront pas dépasser le premier apron. Donc ça, c'est aussi à tenir en compte. Mais voilà, on n'est quand même pas dans une situation financière si catastrophique que ça. Oui, pardon, j'ai oublié de dire aussi. Ce qui est intéressant, c'est que on a cet aspect de possiblement, si ça se passe mal ou si juste tout le monde est trop vieux, l'été prochain, on appuie sur le bouton et on nettoie tout. Voilà, c'est aussi l'intérêt. Moi, je pense que ça ne va peut-être pas s'arrêter l'été prochain, puisque Harden a l'air quand même plutôt pas mal encore, Kawhi Leonard aussi. Donc il y a un scénario où en fait on arrive à conserver tout le monde, et comme dit, le John Collins qui est encore sous contrat pendant 1 an à peine, il va être prolongé avant la free agency pour beaucoup moins, hein, pour 13 millions l'année sur 3 ans, un truc comme ça, d'accord. Mais il y a aussi la possibilité qu'en fait l'été prochain tout s'efface, quoi, parce que Harden, on l'a dit, a prolongé en juin dernier, donc avant la free agency, il a prolongé pour 2 ans, mais encore une fois avec une player option. Donc en fait, l'été prochain, Harden pourrait techniquement de nouveau être free agent. Donc voilà. Kawhi Leonard, 2 ans de contrat encore, donc 2026 et 27. Mais si ça se passe mal, c'est l'an prochain que tu les changes. Grosso modo, hein, tu les changes 1 an avant la fin du contrat, donc l'été prochain. John Collins, fin de contrat. Bradley Beal, c'est que 2 ans. Batum, j'ai pas parlé aussi de Batum, mais 5 millions. Donc voilà, c'est que 2 ans. Brook Lopez, c'est que 2 ans. Derrick Jones, c'est que 2 ans. Bogdanovic, qui pourrait être échangé en plus, c'est que 2 ans. Zubac, c'est 3 ans. Mais Zubac, en fait, est le contrat le plus long en termes d'années. Mais bref, vous voyez que, en un sens, c'est quand même un all-in qui est à la fois intéressant et assez peu coûteux pour les Clippers. Alors vous me direz aussi, parce qu'ils ont payé très cher à l'époque de Paul George, et il y a encore des retombées de ça. Mais au final, c'est un espèce de all-in avec beaucoup de vétérans, beaucoup de vieux. Si ça marche, bah c'est tant mieux. Et si ça marche pas, c'est pas grave. On va pas galérer pendant encore 3-4 ans à se refaire un peu des assets de trade, de draft, pardon, à se refaire un peu des salaires. Il faut encore qu'on paye pendant X années un tel ou un tel. Non, là, techniquement, on a une timeline de 1 an, maximum 2 ans dans un scénario catastrophe où ensuite tout le monde est parti et on est bien. Et j'en parle parce que il y a la free agency 2026, il y a aussi la free agency 2027. Et je le dis parce que c'est également ce que visent nos amis des Clippers, les free agency 26 et 27. Donc cet aspect de garder plein de contrats de 1 an ou 2 ans maximum, c'est bien. Parce que, notamment en 26, hein, vous le savez, 26 c'est tout ce qui est Luka Doncic, alors peut-être Trae Young, on ne sait pas. Non, Jaren Jackson, non, il a re-signé, mais il y aura Kevin Durant, il y aura LeBron James, tiens, pourquoi pas aussi. De'Aaron Fox, en bref, il y a une plutôt belle classe de free agent 2026. Hein. Porzingis aussi, Hartenstein qui va revenir sur le marché aussi en 2026. Qui est-ce que je vois encore il y a peut-être des jeunes qu'on a oubliés un peu plus bas. Enfin bref, il y a quand même une belle free agency 2026, mais il y a aussi la 2027. Et la 2027, c'est pas encore fait, hein. Il peut y avoir des prolongations, donc ça se trouve, ça n'ira nulle part, mais il y a aussi des mecs comme Nikola Jokic, qui pour l'instant n'a pas encore prolongé à Denver. Il y a aussi Jimmy Butler, quid de son état de santé à 38 ans. Anthony Davis aussi, comment ça va se passer à Dallas. Mais surtout, Giannis Antetokounmpo, qui aura une player option pour 28, je crois,
mais qui pourra totalement être free agent en 27. Donc Giannis, potentiellement, bon, Steph Curry, mais je le vois mal partir des Warriors, mais peut-être que je me trompe et vous me ressortirez cet extrait en 2027. Mais Giannis, sur le marché, Jokic peut-être, mais bon, Jokic, j'y crois pas trop. Towns aussi sera sur le marché. Mitchell, potentiellement, Donovan Mitchell. Kawhi Leonard aussi, de nouveau, va re-rentrer sur le marché. Bref, il y aura quand même de très beaux noms. Hein. Gobert aussi, Kyrie Irving. Qu'est-ce qu'on a encore? Michael Porter Jr., c'est pas mal. Parmi les jeunes, Jordan Poole, ah oui. Bon, bref. Non, mais vous voyez l'idée un peu. Les Clippers qui ont la chance d'être à Los Angeles, c'est comme on le dit, il n'y a pas de gros et de petits marchés en NBA. Il y a Los Angeles et New York et tout le reste qui est très loin. Mais les Clippers peuvent aussi refaire le coup de 2019, hein, de Kawhi et de Paul George. Il y a très clairement cette possibilité. Or, cette possibilité de dire on a de l'espace pour offrir un maximum à Giannis plus, je sais pas moi, Giannis plus Mitchell. Je dis n'importe quoi, hein, mais Giannis plus Mitchell, ou alors Giannis plus Kyrie, ou un truc comme ça, bah ça, tu ne peux le faire que si tu as l'argent. Or, c'est exactement ce qu'ont fait les Clippers. C'est-à-dire se renforcer à très court terme, mais tout en gardant la flexibilité pour 26 free agency et 27 en free agency. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. On peut quand même beaucoup aimer cet été des Clippers. Et puis bon, de l'autre côté, on n'a pas traité non plus, mais de l'autre côté, bon, côté Miami, c'est tout bénef, hein. C'est-à-dire que tu récupères un mec pour quasiment rien, contrat de Kevin Love, mais qui était déjà plus dans la rotation, Kevin Love, pour le coup. Également Kyle Anderson, qui est un joueur sympathique, mais je veux dire, bah, si le prix à payer pour avoir Norman Powell, plus les droits de Norman Powell pour le prolonger plus tard, faut juste payer le role player qui est Kyle Anderson, bon, bah, tu le fais. Donc voilà, il y a pas trop de soucis. Donc, le prix d'acquisition était ridicule, excellente opportunité. Le fait est que, on l'a dit, bah, sans Butler, il y a moins de création. Donc je pense que Powell aura quand même pas mal de ballons pour faire des choses s'il veut, et c'est parfait, parce que non seulement il est dans son année de free agency, mais en plus dans une équipe qui va lui donner les ballons pour ça. Donc pour lui c'est tout bénef. Hein. Ça se trouve il va faire une année à 25 points de moyenne ou 26, 28 avant de rentrer en free agency et ensuite obtenir son gros contrat. Parce qu'il a quoi? Il a 32, 33, un truc comme ça. Donc ça me choquerait pas si l'été prochain il arrive à obtenir je sais pas moi, 30 millions sur 3 ans ou un truc comme ça. Donc ouais, Miami, tout bénef pour le joueur, pour lui-même aussi. Et sachant aussi que, par ailleurs, on a parlé de free agency pour les Clippers, il y a quand même Miami. Et Miami, c'est peut-être la seule exception en dehors de de Lakers, de Los Angeles, justement. Los Angeles, pas que Lakers, mais Los Angeles et New York. La seule mini-exception qui semble un peu exister, c'est Miami, parce que la franchise est top, et parce qu'il y a le soleil de Floride aussi. Donc c'est peut-être le troisième larron dans le côté attractivité. Et Miami eux-mêmes jouent la carte de la Free Agency 2026. On l'a répété plein de fois depuis début juillet, donc je vous embête peut-être si je le répète une nouvelle fois. Mais c'est vrai que c'est l'objectif de Miami qui a un peu laissé passer les coups de on n'a pas fait Kevin Durant, on n'a pas fait Giannis, en tout cas pas encore. On n'a pas fait à l'époque Lillard, voilà, il y a 2 ans, on n'a pas fait un tel, on n'a pas fait un tel, on n'a pas fait un tel. On a laissé passer beaucoup de trucs, malheureusement, donc on n'a pas fait le trade de la superstar qu'on voulait. Donc, j'ai l'impression que ça pivote un peu pour de toute façon, on n'aura pas la star, pas cet été. Donc, misons un max sur cap space, donc de l'espace sous le salary cap pour 2026. Or, pour avoir de l'espace sous le salary cap en 2026, il faut que tu aies des contrats finissants dans l'effectif qui se terminent en 26. C'est comme ça que ça marche. Donc, le trade de Powell rentre aussi en un sens dans cette logique-là, c'est-à-dire on pourra le prolonger si on trouve rien, mais en attendant, si on a du cap space été 2026 et qu'il y a Luka Doncic qui nous dit oui ou un mec qui nous dit oui, on signe cette superstar et on laisse partir Powell. Donc ça se fait un peu dans cette logique-là. Et pour vous dire à quel point c'est cette logique-là, pour vous continuer à vous le prouver, c'est que on entend des rumeurs de départ de Wiggins aussi. Wiggins pourrait partir, on entend des offres de potentiellement les Lakers où l'offre ce serait Rui Hachimura plus Dalton Knecht et un tour de draft. Apparemment pour les fans des Lakers c'est trop. Moi je trouve que c'est assez cohérent, mais bref, fin de la parenthèse. Mais la seule raison pour laquelle Miami voudrait se séparer d'un role player, même plus qu'un role player très compétent comme Wiggins, ce n'est pas juste pour le plaisir d'affaiblir leur propre équipe. C'est dans une logique de Wiggins, c'est 2 ans de contrat, alors que Hachimura, ce serait 1 an de contrat. Donc, l'objectif free agency, l'objectif accumuler des contrats finissants, c'est un peu l'idée. Donc bref, voilà pour Miami, voilà pour les Clippers. Et oui, Utah, qu'est-ce qu'on peut dire sur Utah? Le Jazz, eux, c'est encore une équipe de tanking qui n'a pas du tout un niveau de talent pur énorme. Vous l'avez bien remarqué, même après cet été 2025. Donc, on est encore sur une stratégie de tanking qui donc va viser à faire que
le Jazz est en position d'être une troisième équipe dans les transferts, un peu comme on peut l'appeler, c'est-à-dire une équipe qui va être un peu le bouche-trou en termes de salaire, en termes de contrat, pour un échange entre par exemple Milwaukee et Miami, ou entre, je dis n'importe quoi, mais entre deux équipes compétitives, ça passe pas totalement niveau salaire, hop, on fait appel à une équipe comme Brooklyn, à une équipe comme Utah, qui ne joue rien, donc eux ils sont largement enclins à encaisser des salaires pour que le vrai trade entre les deux équipes marche. Eux ils prennent des salaires et au passage ils prennent aussi des tours de draft. Donc le Jazz a encore pas mal de cap dans le space, ils ont encore 18 millions de cap space, donc voilà, ils peuvent encaisser des contrats et en effet ils le font pas gratuitement. Ils disent bon, moi je veux bien faire marcher ton échange, et je veux bien me récupérer un tel ou un tel, hein, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a un échange entre Boston et Houston. Ah tiens, on sait pas où mettre Anfernee Simons, sinon ça passe pas. Le Jazz dit attends, non, moi je peux le prendre. Moi j'encaisse Anfernee Simons, Boston, si vous me donnez un tel choix du deuxième tour ou tel choix du premier tour. Voilà, donc le Jazz s'est positionné plutôt pour faire ça, sachant que Kyle Anderson pourrait totalement être aussi parmi ces joueurs qui vont bouger au niveau de la free agency, de la trade deadline, parce que c'est un mec qui n'a pas grand chose à faire là-dedans, hein, dans une équipe comme ça, et qui peut au contraire aider largement un contender ou une bonne équipe. Mais voilà, c'est pour ça que eux n'ont pas réclamé tant de choses que ça en retour dans ce deal. Et d'ailleurs, oui, je l'ai pas dit encore, mais avant cet échange, d'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu surpris, c'est que il commençait un peu à y avoir des rumeurs de buy-out, de potentiellement racheter le contrat de Collins pour qu'il se barre, en fait, hein. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils ont fait avec, comment il s'appelle, avec Clarkson, non? Il me semble que Jordan Clarkson s'est fait buy-out par le Jazz, justement, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de preneurs sur le marché. Donc ils ont dit, allez, on casse le contrat, tu peux aller ailleurs. Et ils commençaient à se murmurer que ça pourrait être la même chose pour John Collins. Donc au final, c'est que du bénéf, quoi. C'est que du bonus. Non seulement t'as pas à le payer et à lui racheter son contrat. Donc voilà. Mais en plus, tu récupères un Kyle Anderson plus un tour de draft. C'est quand même cool, les trucs que tu vas pouvoir revendre ou réutiliser ailleurs. Et donc, interruption des programmes, petit rajout au montage, en tout cas, puisque bien sûr, quand j'enregistre pas de podcast pendant 15 jours et que je le fais enfin, bien entendu, c'est à la fin, dans l'enregistrement, qu'une nouvelle news assez majeure tombe, donc interruption des programmes. Marcus Smart, ça vient de tomber, c'est tout frais, c'est encore plus frais que Lillard. Donc Marcus Smart qui signe chez les Lakers. Alors c'est déjà surprenant parce que il était sous contrat. Mais donc tout est un peu tombé en même temps. Le fait que Washington rachète son contrat, donc un buy-out. Washington rachète le contrat pour que ensuite donc il soit free agent. Et en tant que free agent, il a signé chez les Los Angeles Lakers pour une somme qui est de 4 millions, je crois. Alors 11 sur 2 ans. Donc c'est un peu plus de 5 alors. Je crois selon les sources, mais j'ai vu aussi que ça pouvait être la biannuelle de 5 millions et quelques. Bref, on est à peu près sur un tarif réduit de grosso modo 5 millions avec cette fameuse exception biannuelle qui n'est disponible qu'une fois tous les 2 ans. Je crois qu'on a expliqué déjà les mécanismes d'exception ici dans ce podcast, hier pour moi, mais bref. Et bon alors, ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi est-ce que Smart signe également pour aussi peu? C'est qu'il y a quand même l'aspect de buy-out qui fait que, voilà, un peu comme Lillard, un peu comme Bradley Beal, ils ont aussi cette somme qui va tomber de toute façon. Donc c'est presque que du bonus, en fait, pour Smart. Et Smart, pour vous dire, il faisait partie des vétérans de Washington qui étaient en fin de contrat. Donc, Washington avait accumulé, donc Smart, il y avait McCollum, ils avaient tradé pour McCollum en se débarrassant de Jordan Poole qui avait 2 ans de contrat. Donc, McCollum, contrat finissant, Smart l'été, Chris Middleton, qui est-ce qu'on avait aussi, je crois que Brogdon est parti, il est free agent déjà. Enfin bref, il y avait un peu ce côté plein de vues en contrat finissant pour éventuellement du cap space 2026 pour les Wizards. Et donc, en fait, non. En fait, j'avoue que je m'attendais à ce qu'il soit échangé durant l'année. Je pensais que ce serait ça un peu le processus de dire, bon, voilà, ça reste quand même Marcus Smart, ils vont le garder pendant 2-3 mois, 6 mois, et puis au maximum en février, tu l'échanges contre, une paire de second tour de draft, par exemple, dans une équipe chez un contender. Voilà, c'était pas non plus inenvisageable. Et là, c'est vrai qu'on a actuellement une vague de buy-out en NBA qui est un peu inédite, pour le coup. D'habitude, les buy-out s'opèrent plutôt, on va dire, post-trade deadline en février, où voilà, t'as un tel joueur qui est assez fort, qui est punté dans une équipe un peu nulle. Allez, on rachète le contrat et tu peux aller signer ailleurs. Mais ce genre de vague de buy-out dans l'été, j'avoue que c'est un peu inédit pour le coup, parce que là, Washington clairement fait un peu une croix sur la valeur qu'elle aurait pu. Et si tenté, même réduite, Washington fait tout de même une croix sur la valeur qu'ils auraient pu obtenir sur un trade. Donc ça, c'est tout de même relativement étonnant, je pense. Mais bref, donc c'était 20 millions. Smart, c'était 20 millions l'année pour un an de contrat.
On peut dire ouais, c'est quand même assez cher pour Smart. Il me semble que c'était pas si cher que ça en général. Enfin, pas que le Smart un peu blessé depuis 2 ans, mais ça me paraissait pas démesuré. Je pense que c'est une somme qui aurait pu rentrer en février chez un contender ou chez une bonne équipe sans trop de problèmes. Hein. Il y a toujours voilà, à part un contender qui est blindé de chez blindé, il y a toujours de la place pour échanger tel ou tel contrat et faire rentrer 20 millions. C'était pas impossible à mon sens, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, voilà, Washington fait le choix de hop, on se sépare de toi, on se débarrasse de toi. Peut-être aussi que Washington préfère la place, on va dire, et la capacité à donner plein de minutes et de ballons et de responsabilités à des jeunes pour vraiment les faire grandir, plutôt que mince, on peut pas donner les pleins pouvoirs à Cam Whitmore, on peut pas donner les pleins pouvoirs à Keyshawn George, mince, comment il s'appelle, le meneur passeur dont j'oublie le nom, c'est pas grave, Bud Carrington. Donc peut-être que la logique c'est aussi de se dire voilà, donnons plutôt les pleins pouvoirs à ces mecs-là plutôt que ah là là, il faut encore qu'on fasse jouer Marcus Smart pour qu'il ait encore une certaine valeur, une certaine cote pour pouvoir l'échanger. Mais pendant ce temps, il prend des ballons et des minutes, mais il n'y a pas assez pour tester et pour passer au révélateur. Koulibaly, Carrington, d'ailleurs Malcolm Brogdon aussi qu'ils ont récupéré dans le trade, un trade récent de Kelly Olynyk. Malcolm Brogdon, il a que 22-23 ans, je crois encore. Donc Malcolm Brogdon, c'est intéressant. Tu peux aussi le tester. Ils ont récupéré aussi Dillon Jones de la part d'OKC. Vous savez, un choix du premier tour de l'an passé, qui premier ou deuxième, je sais plus. Je crois que c'est premier, fin premier tour, qui a été échangé du coup à Washington parce que pas assez de place à OKC. Il y a quand même beaucoup de jeunes, donc peut-être que dans cette logique, les Wizards se disent nous on préfère la valeur de optimiser ou passer au révélateur tous ces jeunes-là, vu qu'il y en a quand même beaucoup, en effet, plutôt que aller gratter un second tour de draft. Voilà, donc ça c'est un peu côté Washington. Et avant de passer aux Lakers, juste dire aussi que maintenant quid du reste, quid de, il y en a un qui est parti. Donc il y a un premier vétéran d'ailleurs qui est parti en trade, c'était Olynyk. Ok, Smart est parti en buyout, ça c'est fait. Et maintenant, quid de McCollum et de Middleton. À vrai dire, dans cette logique-là, pourquoi ne pas aller complètement au bout au final? Pourquoi ne pas se dire bon, on va aussi racheter le contrat de McCollum, on va le buy out aussi cet été ou plus tard dans la saison, et puis lui-même ira ailleurs quoi. Parce que c'est vrai que je répète, il y a quand même beaucoup des jeunes. Donc si t'as envie de tester tous ces jeunes-là, il faut des minutes. Et pourquoi tu ferais une fleur entre guillemets à Marcus Smart d'un point de vue je te coupe ton contrat et va chez une bonne équipe? Pourquoi ne pas la faire aussi à Chris Middleton ou à McCollum, qui sont quand même deux mecs pareil, un contrat finissant, 30 millions, 33 millions pour Middleton et donc 30 pour McCollum. Bon, c'est des sommes un peu importantes, mais si tu arrives à négocier que le joueur rende 5-10 millions peut-être sur ce contrat pour aller dans une bonne équipe, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera peut-être à suivre. Ça, c'est un peu c'est la certitude. Et le seul qui pourrait rester une vraie monnaie d'échange à peu près pour sûr, c'est Corey Kispert. Corey Kispert qui avait signé déjà une prolongation anticipée. Donc pour ça que ça a compliqué le fait qu'il soit échangé l'an passé en cours de saison, parce qu'il y avait la fameuse poison pill, donc il pouvait pas être échangé avec son nouveau contrat. Enfin, l'équipe qui le recevait aurait reçu un gros contrat, mais Washington envoyait qu'un petit contrat. C'est des spécificités, mais on s'en fiche. Bref, Kispert, c'est sûr qu'ils vont pas le couper, lui pour le coup. Par contre, McCollum et Middleton, peut-être que oui. Mais bref, Lakers, oui. Donc dire aussi, on a dit la biannuelle exception a priori. Donc sur les 20 millions, je ne sais pas exactement, c'est pas sorti encore, je crois pas l'avoir vu passer. Je ne sais pas combien d'argent a réussi à avoir, ou plutôt quelle est la somme que Marcus Smart renonce dans ce deal, donc de salaire un peu passif. Mais donc, petit salaire aux Lakers, et paraît-il, il y avait quand même plusieurs équipes intéressées. Pour le coup, on avait le Phoenix qui était sur le coup. Apparemment, alors que dans le même temps, on apprend aussi que Grayson Allen et Royce O'Neal sont sur le marché des transferts. Donc, où est-ce qu'en sont les Suns? Est-ce qu'ils veulent vraiment ajouter un Marcus Smart et être compétitifs, ou est-ce qu'ils veulent vendre leur joueur un peu compétent 3&D et finalement reconstruire depuis le début? Je ne sais pas, mais voilà. Donc Marcus Smart intéressait les Suns, il intéressait aussi les Bucks, je crois avoir lu de la part de Shams Charania, ouais c'est ça. Donc les Bucks et puis les Lakers, et finalement les Lakers ont réussi à choper Smart, notamment parce que notre ami Luka Doncic a fait aussi un bon pressing, paraît-il, pour le faire venir. Il a réussi, donc tant mieux pour lui. Et c'est vrai que on connaissait le joueur fantastique Luka Doncic, l'aspect tactique un peu où il n'y a pas de réponse face à lui. On connaissait moins l'aspect stratégique de Luka Doncic qui a l'intelligence d'aller chercher un des rares mecs en NBA qui a à la fois la mobilité, les compétences défensives et aussi la caisse, on va dire, de puissance pour bien le gêner, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, Luka Doncic, s'il a une série de playoffs où il doit affronter un Lou Dort ou un Marcus Smart, c'est plus compliqué que, souvenez-vous, contre les Wolves, où les mecs sont compétents, ils traversent les écrans très bien, etc., mais ils sont pas assez costauds. Donc c'était un peu
c'était du gâteau de se promener dans cette défense des Wolves. Donc voilà, très intelligent de la part de de la part de Doncic de faire venir un des seuls mecs qui peut vraiment bien le gêner. Donc ça c'est bien, tu prives la concurrence d'un ajout potentiellement très dangereux contre toi. Mais c'est vrai que moi je lis assez régulièrement ce matin ou depuis hier soir des avis un peu négatifs sur Marcus Smart. Je dois dire que pour autant imparfait que puisse être le joueur, c'est-à-dire prise de décision parfois dans son passing en termes de déchets ou dans la sélection de tir surtout, et le manque de spacing, pour aussi imparfait qu'il puisse être, je pense qu'à ce prix-là, ça reste un truc assez incroyable à obtenir pour les Lakers qui, je pense que sans cette signature, j'étais quand même assez pessimiste sur la saison à venir, en dehors de l'équation LeBron James, on va pas en parler aujourd'hui, est-ce qu'il va rester ou pas, mais voilà, on avait quand même une équipe qui n'a pas réglé son problème de pivot pour l'instant. On verra s'ils font un trade pour Nick Claxton, on verra s'ils font un trade pour Kessler, on verra, mais en l'état, il n'y a pas de pivot, toujours pas de pivot. Il y avait surtout la perte de Finney Smith. Et Finney Smith avait été un élément crucial de cette équipe dans justement la capacité à remplacer un pivot. Il n'y a pas vraiment de pivot de qualité et on a vu d'ailleurs, vous l'avez bien vu, des line-up avec des matchs où le 5 avec Finney Smith en small ball, on va dire, où Rui Hachimura et Finney Smith en raquette, entre guillemets, avaient joué contre les Wolves 48 minutes ou un truc comme ça, ou toute la deuxième mi-temps, je ne sais plus. Et donc, tu avais vraiment perdu un joueur de rotation très important avec Finney Smith, qui était capable de jouer 30-35 minutes, titulaire ou pas titulaire, mais voilà, d'assurer un peu viable les deux côtés du terrain. Là, je trouve que cette perte a enfin été remplacée et c'est un peu inespéré, à mon sens, un peu inattendu parce que voilà, un mec comme Smart sur le marché pour un salaire à ce prix aussi faible, ça n'arrive jamais. Donc, il fallait un peu une intervention divine, un buyout qui sort de l'espace, qui sort de nulle part, pardon. Et c'est ce qui est fait. C'est ce qui a été fait. Je dois dire aussi que je suis moins sévère sur lui parce que oui, pardon, j'ai commencé comme ça. Beaucoup de gens disent ouais, mais il est quand même plus nul Marcus Smart actuellement que ce qu'on a connu. C'est vrai que dans les faits, nous n'avons pas vu un bon Marcus Smart depuis longtemps. Cela dit, pour plaider un peu son cas, nous nous sommes quittés en 2023 avec un Marcus Smart à Boston qui était le Marcus Smart de d'habitude, hein, pas forcément bien meilleur ou bien moins bon qu'en 2022 où il est élu Deepoy. Bon, on va pas refaire ce trophée-là, mais moi je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Pour le coup, c'était juste le Smart de d'habitude. Et été 2023, il est échangé chez des Grizzlies qui vont faire toute la saison sans Ja Morant. Donc déjà, il y a un aspect de tanking qui a dû aussi aggraver ses propres blessures. Marcus Smart, en 2024, un an après son trade, et donc un an à peine après avoir été très bon et comme d'habitude à Boston en 2023, Smart, il fait 20 matchs en 2024. Parce que blessé, mais aussi parce que voilà, peut-être qu'un Memphis compétitif, je pense qu'on aurait peut-être vu un Marcus Smart jouer et revenir un peu plus vite, ou etc. Là non, là l'objectif c'était non, prends ton temps, il n'y a pas de problème, on te fait pas revenir, etc., etc. Donc que 20 matchs et 2025, Memphis est de nouveau compétent parce que Ja Morant est de retour, d'accord. Il fait 20 matchs, donc là c'est vrai tout de même des blessures jusqu'en février, à peine 20 matchs. Et la fin de la saison, c'est quoi? C'est finalement Washington échanger un move purement financier, on l'a déjà bien expliqué. Si les propriétaires étaient enclins à payer la taxe, on aurait gardé Marcus Smart, il aurait joué la deuxième partie de saison à Memphis, il aurait joué à Memphis et les proprios auraient payé de la taxe, mais il aurait aidé sportivement. Ça n'a pas été le cas. Il a été punté à Washington, donc effectivement 15 matchs à peine à Washington. Et en effet, c'est vrai que malgré mon argument, on peut dire ouais, mais il a joué que moins de 50 matchs en 2 ans. Enfin non, 54 matchs en 2 ans, c'est quand même assez peu. Je dirais oui, il y a peut-être un aspect de blessure qui n'est peut-être pas négligeable, mais on est tout de même aussi sur un contexte qui est au moins aussi grand, à mon avis, un facteur contextuel aussi grand de Memphis ça tank et ensuite Washington ça tank. Donc voilà, pour expliquer aussi en partie, à mon sens, le petit nombre de matchs. Et de surcroît, je dirais, à moins que ce soit des blessures qui tombent un peu de nulle part, ou en tout cas qui vont s'aggraver, on a quand même affaire à un mec qui a 30 ans, 31 ans, je crois. À peine draft 2014, il est sophomore en 2014, donc je dirais 31, 32 à peu près. Ouais, c'est ça, 31, il va faire 32 cette année, en mars. Il fera 32 en mars prochain. Donc vous voyez que on est pile sur son année 31 ans. Disons qu'il y a moins de probabilité que actuellement on ait entamé le déclin de vieillesse. Peut-être qu'on a entamé un déclin de blessure qui peut un peu sortir de nulle part, d'accord ? Mais c'est pas comme si on parlait d'un mec qui avait pas joué depuis 2 ans et qui avait 36 ans et puis voilà, c'est fini. J'avoue que je garde un peu espoir sur le fait que si on retrouve un Marcus Smart intéressant, ça peut être très très cool. Et je me suis corrigé avant de lire la phrase. Vous avez vu peut-être, il n'y a pas besoin
que Marcus Smart redevienne celui de 2022-23 à Boston, qui était 32 minutes par match titulaire, etc. C'est pas obligé. Et c'est peut-être pas sûr à 100% qu'il le soit. Mais je n'exclurai pas non plus cette possibilité. Parce que comme dit, blessure, contexte, et j'ai bon espoir qu'à 31 ans, il soit pas complètement cramé. D'autant plus que là, on a en plus de la création en veux-tu en voilà côté Lakers avec Luka Doncic, peut-être LeBron James, wink wink, et Austin Reeves aussi, Reeves qui est un créateur. Donc en plus, tu peux te permettre de vraiment avoir, imaginons que il y en ait fait moins de jus dans le moteur qu'il y a 2-3 ans. En fait, la moins grande quantité de jus, tu peux la mettre complètement sur de la défense et du role-playing, du connecting offensif, et ne pas réclamer un peu la dose de création que lui aimait faire ou avait la responsabilité à Boston sur la fin. Donc voilà, il y a ça aussi. Il n'aura pas besoin de créer autant, et donc peut-être que le moins d'énergie, le moins de jus dans les jambes qui lui reste, il peut aussi le consacrer entièrement à ce côté, un peu le Dorian Finney-Smith, quoi. Alors Finney-Smith plus en attaque, parce qu'il peut faire peut-être un peu plus en termes de passing, en termes d'instinct, en termes de connecting, que Finney-Smith qui est un peu le 3&D classique, un peu statique, qui bouge pas trop. Mais voilà, j'avoue que c'est quand même une aubaine assez incroyable. C'est encore une pour les Lakers, encore une. Mais récupérer ce qui pour moi est, on va dire, un simili titulaire, je dis ça aujourd'hui, mais peut-être qu'on va se parler dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, ce sera un titulaire complètement. C'est quand même assez cool, hein, pour ce prix-là. Donc voilà, la très bonne affaire côté Lakers. Et je ne l'ai pas dit, c'est un contrat de 2 ans. Mais bon, idéalement, on le sait, hein, les Lakers se gardent et aimeraient bien avoir beaucoup d'espace dans le salary cap pour 2026. Donc là, Smart, ça marche pas, il sera sous contrat l'été prochain. Mais bon, c'est que 4 millions, on a dit. 4-5 millions, donc c'est quand même pas si problématique que ça d'avoir ça sous le coude, pour un des meilleurs rapports qualité-prix, je pense, de cette free agency. Tout le monde est content, les Lakers sont contents, ils ont un mec pas cher qui peut redevenir ou re-être celui qu'il était avant la période compliquée de blessures et contexte nul de Memphis et Washington, et même lui, il signe pour pas cher, mais il y a encore un joli salaire qui va continuer de tomber, celui de Washington qu'ils vont lui verser. Et petit point avant de se quitter sur ce dossier, petit point finance de nos amis les Lakers, je vais aller voir tout ça. Où est-ce qu'ils en sont après cette signature? Et non, alors attendez, j'ai dit peut-être une bêtise, ou en tout cas à moitié, mais ils peuvent lui offrir la biannuelle, mais s'ils font encore un peu de place, les Lakers. Donc notamment le fameux Yossi Gozlan, que je vous encourage à aller lire, qui nous parle du fait que Shake Milton et Jordan Goodwin, qui sont des deals non garantis, si les Lakers arrivent à les couper un des deux, ils peuvent un peu économiser un peu de sous et donc activer, pouvoir avoir accès à cette full biannuelle et donc offrir cet argent, les 11 millions via la biannuelle à Marcus Smart. Bref. Et en plus, c'est vrai qu'il y a aussi un autre intérêt avec Smart, et notamment si ça se confirme qu'il est pas mal sportivement, mais je pense que ça va être le cas, vous avez compris, moi je suis assez confiant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vient apporter une certaine redondance de profil, et c'est bien dans le sens où c'est une redondance, mais avec un niveau meilleur. Donc, notamment, je pense à un mec comme Vanderbilt, ou un mec comme Gabe Vincent, qui deviennent désormais échangeables. Dans le sens où Smart, c'est finalement pour moi un défenseur d'élite qui peut être off-ball mais aussi on-ball pas mal du tout. Et c'est vrai que voilà, Vanderbilt, c'est un de mes chouchous d'il y a quelques années que j'aimais beaucoup à Kentucky encore. Enfin bref, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, on l'a bien vu, n'est pas vraiment viable offensivement et donc ne peut par conséquent pas avoir un rôle majeur en NBA. C'est plutôt ce que j'appelle un joueur gadget, qui sur une série de playoffs ou sur un match peut te sauver le match, peut te faire 35 minutes, etc. peut être très utile. Mais tu payes un peu le prix de l'autre côté, le côté handicapant du manque de shoot, manque d'attaque même en général. Il y a pas trop de drive ou de création par la main, il y a pas trop de passing, alors que c'était un peu un espoir qu'on avait côté Kentucky où il était beaucoup, avant Kentucky au lycée il y avait des instincts de passeur, mais ça ne s'est pas transposé pour l'instant. Donc c'est vrai que en vérité, si Smart avec son contrat à 4 millions l'année peut arriver et prendre des minutes de rotation, même quasiment titulaire ou pas loin, c'est génial parce que ça fait que tu peux échanger Vanderbilt, et c'est très intéressant puisque Vanderbilt est à 11 millions, quasiment 12 millions sur encore 3 ans. Donc c'est un excellent contrat à échanger. C'est quelqu'un qui peut te permettre de monter un package avec cette somme qui n'est pas énorme mais qui n'est pas non plus toute petite. Voilà, 12 millions Vanderbilt, ça s'échange. Tu veux faire un trade, un package pour un tel ou un tel, t'as les 12 de Vanderbilt et tu peux t'en séparer beaucoup plus sereinement désormais que si tu n'avais pas Smart dans l'équipe, en un sens. Et puis pareil, donc Smart fait aussi redondance de profil avec Gabe Vincent, mais avec, je pense, un niveau un peu meilleur, à moins qu'il soit tout cassé et qu'en fait c'était pas que du tanking, etc. Mais
en l'occurrence, si Smart devient en effet pas mal, Gabe Vincent, qui est à 11 millions, en plus un contrat finissant, donc encore plus attrayant dans un package. Mais donc, vous voyez un peu l'idée. Vanderbilt, 12. Gabe Vincent, quasiment 12 également, 11 et demi. On a aussi d'ailleurs Maxi Kleber qui est tout cassé et qui est 11 millions contrat finissant. C'est excellent à échanger, ça. On a un package là, littéralement, on a un package de quasiment, même plus de 30 millions, ne serait-ce que sur des contrats. Alors, ce qui fait que tu peux aller chercher quelqu'un, mais en mettant des assets autres que les joueurs, parce que c'est pas Vanderbilt, ni Gabe Vincent, ni Maxi Kleber qui vont intéresser l'équipe en face. Par contre, il faut cet équilibre des salaires plus ou moins pour arriver à faire un échange. En l'occurrence, là, tu peux le faire, cet échange. Alors, je prends un exemple tout à fait bête, mais on n'est peut-être pas si loin que ça de la vérité. Imaginons que enfin les Lakers veulent aller chercher Nick Claxton. Donc Claxton qui pourrait être le pivot de cette équipe, Claxton qui pourrait apporter l'aspect de verticalité d'élite, le rollman que Luka Doncic dont Luka Doncic a besoin, plus la défense en switch, plus voilà, Nick Claxton, très cool. Ça peut être un pivot titulaire en NBA à mon avis. Donc avant ça, peut-être tu te serais séparé de Vanderbilt ou de Gabe Vincent et tu aurais eu peut-être un trou dans la rotation. Ça aurait été un peu dommage. Là, tu peux le faire beaucoup plus sereinement parce que Smart assure le côté meneur backup ou porteur de balle tertiaire ou même carrément quatrième de la hiérarchie. Il peut le faire et t'as plus besoin de Gabe Vincent du tout. Et plus le côté aussi défenseur d'aile, un peu majeur, un peu imposant qu'était Vanderbilt. Et donc, tu peux faire un trade où tu récupères Claxton. Et en échange, tu envoies à Brooklyn les contrats de Vincent, Kleber, Vanderbilt, plus évidemment pour que les Nets acceptent de lâcher Claxton sans contrepartie sportive de joueurs, tu mets 1 ou 2 tours de draft dans la balance. Et donc les picks disponibles pour les Lakers, il y en a 3. Il y a le 26, le 31 et le 32. Là, je parle de pick du premier tour, mais d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup du deuxième. Mais il y a le 26, le 31 et le 32. Pourquoi les autres sont pas dispo? Parce que le 27 et le 29, ils sont déjà partis, ils ont déjà été échangés. Je ne sais plus où, mais je crois que le 29, c'est à Dallas, d'ailleurs. Mais donc, la Stepien Rule fait que tu peux pas échanger en avance des choix consécutifs. Donc, tu peux pas échanger et 27 et 28, par exemple. Mais le 26, ça y est, il est débloqué parce que 26, c'est plus un pic futur, c'est le pic de cette année calendaire. Voilà, donc ça, maintenant, c'est le pic de cette année. Tu peux l'échanger. Les règles un peu sont faites comme ça. Bref, donc 26, c'est bon. 31, c'est bon parce que tu possèdes le 30 et le 32, donc tu peux échanger le 31 qui est au milieu, ou le 32. Le 32 qui est aussi disponible. Le 33 n'est pas encore disponible, hein. On donne pas des pics jusqu'en 2040. Pour l'instant, ça se débloque petit à petit. Donc 26, 31 ou 32, ou alors tu peux même faire des swaps avec un swap du 28, un swap du 30 ou un swap du 31 si tu échanges le 32. Donc je pense qu'il y aurait de quoi faire un package assez intéressant. Soit pour un Nick Claxton, soit pour et Claxton et un autre joueur, je ne sais pas qui ça peut être, mais c'est vrai que, par exemple, on peut imaginer que en octobre, on va commencer la saison avec Claxton, qui aura été échangé contre Vanderbilt, Gabe Vincent et Kleber et un pick ou 2. Et de l'autre côté aussi, un autre échange qui se fait Hachimura plus un pick plus Dalton Knecht contre Andrew Wiggins. Parce que, on l'avait déjà dit, hein, Miami veulent un contrat finissant, donc ce qu'est Hachimura, alors que Wiggins, lui, il a 2 ans de contrat, donc Miami pourrait vendre. Bref, on pourrait avoir ce cas de figure. On pourra avoir ce cas de figure où si les Lakers sont vraiment enclins à tout dépenser pour vraiment essayer d'être le meilleur possible vis-à-vis de la crainte de Luka Doncic, la prolongation, etc., on peut très bien avoir une équipe qui, en octobre, est très différente parce que 1 ou 2 trades auront eu lieu. Et ces trades peuvent aussi avoir lieu parce que Smart est là désormais et donc tu as moins de scrupules et de craintes à échanger certains profils qui n'étaient que gadgets, mais gadgets parfois utiles. Bref, donc on a fait le plus gros, le reste de l'actualité depuis 10-15 jours, bon, un peu dans le désordre, hein, vous m'excuserez, pas forcément chronologique, mais oui, alors tiens, premièrement, le trade entre Denver et Sacramento, le fameux entre Valanciunas et Dario Saric, ça y est, le trade a été rendu officiel après moult discussions, mais ça ne veut pas dire que Valanciunas est encore sûr à 100% d'aller à Denver. En tout cas, d'après ce que les insiders ont dit, c'est juste que le trade est officiel, et donc maintenant, c'est soit Valanciunas va à Denver, soit sinon Denver accepte de racheter son contrat, et
en plus, non seulement ça, donc Valanciunas peut rester en Europe, il va rester à, c'est le Pana, je crois, avec qui il s'entendait pas mal, et là où il voulait aller, pardon. Mais donc ça pourrait débloquer, une fois que tu as racheté le contrat de Valanciunas, ça peut débloquer notamment une mid-level exception, donc une fameuse enveloppe, comme on disait tout à l'heure, une enveloppe pour recruter, donc à 12 ou 14 millions, je sais plus, je crois que pour Denver. Donc bref, le trade est officiel, donc si vous voulez, ça y est, Saric est parti, il peut plus être utilisé en monnaie d'échange, et maintenant ça reste le cas de Valanciunas. D'après ce qu'on peut lire aussi, c'est pas fait à 100%, mais Denver met la pression. Denver essaie un peu de bombe le torse, assez clairement, en disant non, mais nous, on s'attend à ce qu'ils viennent. Après, y a aussi Jokic qui apparemment est en contact et est là pour le faire venir. Bon, moi je veux bien que Denver montre un peu bombe le torse, mais si le mec veut partir, il part quoi. Alors après, je m'y connais pas assez, tout ce qui est contrat, etc. Mais techniquement, Denver peut un peu embêter, on va pas rentrer dans les détails, mais Denver pourrait un peu embêter Valanciunas par rapport à cette histoire de contrat vis-à-vis de la FIBA, etc. Mais bref, donc ça, le trade est officiel et on pourrait se diriger vers une année où Valanciunas serait le backup de Jokic, comme on avait un peu développé. Donc je vais pas redévelopper un peu tous les aspects sportifs de ça, mais juste, je me dis, je comprends que Denver le veuille, mais est-ce que au final, je préférerais pas aller chercher un pivot backup au minimum? De toute façon, t'as Jokic, donc on s'en fiche si c'est juste pour 5 minutes par match ou même 4 minutes par match en playoff, quoi. Et au contraire, laisser filer Valanciunas, ça permettrait de débloquer une mid-level que tu peux utiliser sur, par exemple, un mec comme Malcolm Brogdon, qui n'est pas génial, c'est pas le Brogdon il y a 3 ans. Ou bien au contraire, mettre cette mid-level sur Al Horford, qui n'a d'ailleurs toujours pas signé aux Warriors. Il y a des rumeurs aux Warriors, mais je pense que Al Horford, soit il va partir à la retraite, soit sinon il attend un peu de voir le marché, comment ça peut évoluer. Mais voilà, est-ce que tu préférais pas avoir finalement Al Horford plutôt que Valanciunas? Je ne sais pas. Chris Boucher aussi sur le marché. Je pense que Boucher, tu peux le prendre pour pas cher du tout. En plus, un mec comme ça. Donc bref, on verra ça. Mais c'était un peu le cas Valanciunas. Autre trade d'ailleurs, sinon, je crois qu'on n'en avait pas parlé de celui-ci, c'est Cam Whitmore qui part du côté de Washington. Je dois dire que je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné qu'il parte à Washington. Je pensais qu'une équipe un peu plus compétente irait le chercher, notamment parce que il est jeune. Il est sportivement intéressant, alors peut-être je suis pas aussi chaud que beaucoup sur lui, mais surtout il y a un avantage qui est énorme, c'est le contrat rookie. En l'occurrence, le fait que à l'instant T, il est payé très peu cher, tout en étant donc potentiellement un joueur de rotation d'une équipe compétente. Mais en plus, si tu l'acquiers maintenant, imaginons Boston, tu prends un Cam Whitmore qui est payé pas cher du tout, mais tu récupères ses droits. Et donc, tu pourras dépasser le salary cap en le prolongeant. C'est ça qui est génial avec les contrats NBA, c'est que tu peux pas signer un nouveau free agent si t'as pas l'argent, mais tes propres joueurs sur lesquels tu as les droits, et donc en l'occurrence notamment les contrats rookies, ce serait génial pour Boston ou pour une équipe comme ça d'avoir un Cam Whitmore et ensuite dans 1 an ou 2, je sais plus exactement, de pouvoir de nouveau dépasser le cap en le prolongeant, et comme ça tu te crées de la valeur, en plus tu te crées une nouvelle masse salariale élevée que ensuite tu peux éventuellement soit garder, soit rééchanger pour un tel. Donc bref, je m'attendais plutôt à ce qu'une équipe compétente se mette là-dessus. Washington finalement a été l'équipe qui a gagné les enchères avec le deal. C'est quoi? C'est des 2 deuxième tours de draft en plus. Ça c'est un peu étonnant. Le fait que Washington ne donne que 2 deuxième tours de draft. Je me serais attendu à ce qu'il mobilise au moins un premier. Mais bon, c'est une autre histoire. Cela dit, pour être complet sur l'histoire, il semblerait que c'est aussi une fleur que lui fait le front office des Rockets, qu'il aime bien, qu'il a drafté et qui, en fait, il n'y avait pas la place pour lui. Désormais aux Rockets avec Durant, etc. Et l'équipe est quand même blindée. Donc, en fait, ils lui ont un peu fait une fleur. Non pas de l'envoyer justement à Boston ou à une équipe un peu compétitive déjà où il aurait eu moins de ballons, toujours moins de ballons comme un peu à Houston. Apparemment, il lui aurait aussi fait une fleur de l'envoyer dans une équipe où il y aurait beaucoup de ballons pour lui, beaucoup d'opportunités pour que lui puisse enfin un peu lancer sa carrière. Donc, de ce point de vue-là, quand on prend ça en compte, plutôt que seulement le prix et la destination, on peut comprendre un peu plus ce trade côté Rockets. Et bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est en un sens, c'est gentil de la part des Rockets, mais c'est, je trouve, un peu sous-vendre un bon asset, premièrement, et deuxièmement, pourquoi le vendre tout court? Et je dis ça en tant que quelqu'un qui a historiquement été un peu moins chaud que la moyenne sur lui, un peu plus bas que le consensus collectif sur lui, parce que, ok, il y a des points par match, mais quid de l'efficacité parfois, par moment. La défense a quand même fait beaucoup de progrès, mais l'année rookie était quand même un peu cata. Mais là, ça va quand même beaucoup mieux. Mais surtout, il a 20 ans, il vient de faire 21 ans le 8 juillet. Donc, que 21 ans, plus, on l'a dit, l'avantage que présente son contrat pour une équipe comme les Rockets qui est donc désormais contender, qui a un salary cap qui va être blindé. Donc, avoir un Cam Whitmore que tu peux prolonger en dépassant le cap, bah, c'est quand même un atout génial. Moi, ma question, c'est,
vraiment, n'y avait-il pas de place pour lui, réellement? Parce qu'en effet, si on prend le problème tel qu'il est, on se dit, bon oui, il n'y a pas la place. Ok. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu garder plutôt Cam Whitmore que un mec comme Jason Tate? Et si vous ne connaissez pas le basket là depuis très longtemps, c'est un de mes chouchous, Jason Tate. Mais j'avoue que ne pas comprendre, et j'aurais préféré largement, garder Cam Whitmore plutôt que re-signer, au minimum, Jason Tate cet été. Voire même, alors là je parle de Jason Tate, mais voire même un Jeff Green. Jeff Green qui a peut-être un impact sur le vestiaire un peu plus grand, je ne sais pas, mais voilà, je dis ça pas du tout en tant que hater de Jason Tate. D'ailleurs, je sais pas s'il en existe, tellement le joueur est méconnu, mais non, mais c'est un de mes chouchous, Jason Tate. Et pourtant, bon, il y a pas de place, peut-être que la place j'aurais donné plutôt à Cam Whitmore. Après, il y a peut-être aussi le fait que peut-être que lui n'aurait pas accepté un rôle réduit là où Jason Tate, qui est un défenseur génial, mais qui a quoi, 28 ans maintenant, donc on est loin, mais peut-être même plus, hein. Attendez. Enfin bref, Jason Tate, on sait qui c'est. Jason Tate, à 29 ans, il va faire 30 ans, on sait qui c'est. C'est un défenseur qui peut être d'élite on-ball, qui est intéressant aussi off-ball, mais l'attaque est limitée, le shoot ne viendra pas, quasiment pas, à un niveau suffisant, etc., etc. C'est un role-player, quoi. Et peut-être qu'en effet, il y a cette réflexion de vestiaire que nous, on n'a pas. C'est peut-être une donnée du problème que je n'ai pas et qu'on n'a pas. Les Rockets auraient peut-être voulu donner la dernière place ou plus de minutes et de rôle à Cam Whitmore. Sauf que là où Jason Tate va se contenter de jouer un match sur 5, 10 minutes, peut-être que Cam Whitmore ne s'en serait pas réjoui, ni même satisfait, et peut-être même que ce n'était déjà pas le cas la saison passée. Donc, c'est également peut-être une donnée du problème qu'on n'a pas. Mais voilà, dans la théorie, moi j'aurais plutôt préféré garder sur Cam Whitmore pour la jeunesse, le potentiel, le contrat. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. On verra ce qui se passe du côté de Washington, parce qu'il y aura des minutes et des ballons à prendre côté Washington. Donc voilà pour cet échange de Cam Whitmore du côté des Wizards. Un autre échange d'ailleurs, bon, un peu notable, mais pas tant que ça, parce que c'est une équipe qui, à mon avis, va être moins intéressante que cette année. J.F. qui part du côté des Pacers. Donc Memphis qui envoie J.F. à Indiana. Indiana, vous le savez, qui a perdu Miles Turner, donc ils vont chercher J.F. Bon, est-ce que ça va être pour être titulaire? Je ne sais pas. Est-ce que si c'est pour être titulaire, ça pourrait être intéressant? Peut-être, mais de toute façon, on a aussi affaire, vous le savez, à une équipe qui n'aura pas Tyrese Haliburton, donc de toute façon, en 2026, c'est un peu à jeter à la poubelle. Mais en attendant, et pour remplacer un peu Miles Turner, c'est vrai que J.F., ça peut être intéressant de parier sur lui ou de lui donner un peu de minutes. Je pense pas que ça soit jamais un titulaire NBA au-dessus de la moyenne, par exemple. Mais dans une équipe un peu, année de transition, on va dire, c'est un mec qui peut apporter, dans la théorie, ce qu'apportait un peu Miles Turner, c'est-à-dire côté pivot qui shoot, très simplement. Donc, il peut un peu remplacer dans certains schémas, certains systèmes de jeu, Miles Turner numériquement, on va dire. Sachant aussi que de l'autre côté, je crois que j'ai vu passer, ils ont aussi re-signé Isaiah Jackson, si je ne dis pas de bêtises, donc le pivot drafté au premier tour, Isaiah Jackson. Alors attendez, oui c'est ça. Isaiah Jackson, premier tour en 2021, qui malheureusement n'a pas pu jouer en 2025 cette année parce que il a joué 5 matchs, mais rupture du tendon d'Achille lui aussi. Et donc il a été re-signé, Isaiah Jackson, qui a un peu plus de potentiel, hein, évidemment. Isaiah Jackson du côté d'Indiana, donc peut-être qu'on aura une rotation avec les deux. On verra comment évolue aussi la blessure ou le retour en forme plutôt de Jackson. Mais voilà, trade entre Memphis et Indiana. Et de l'autre côté, Memphis a remplacé J.F. par plutôt Jock Landale, qui lui avait été coupé par les Rockets, justement. Jock Landale coupé par les Rockets, qui était à 8 millions l'année, mais qui vient du coup à Memphis pour un minimum. Donc voilà, ça c'est un bon pivot backup, troisième chapeau, on va dire. Je pense qu'on est plutôt pour ça, sachant que le côté, J.F. était aussi moins indispensable côté Memphis, en tout cas à leurs yeux, parce que il y a aussi Santi Aldama, qui est un peu le troisième big de la rotation dans ce côté un peu pick and pop. Donc il y avait peut-être moins besoin d'un J.F. et en plus quand en retour tu arrives à transformer ça il a été échangé contre des tours de draft 2029, second tour 2031. Bon, mais au final, c'est pas mal. C'est pas un point de tension non plus de l'effectif. Donc, prendre Jock Landale pour quasiment gratuit ou en tout cas minimum et se rajouter des tours de draft, c'est quand même cool. Donc, voilà, c'est ce que Memphis a fait. Je crois qu'on a fait un peu le tour sur les transferts, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie, mais sinon, l'autre actualité, un autre transfert. C'est celui de Kelly Olynyk, qui s'envole du côté de nos amis les Spurs. Kelly Olynyk, qui part, donc, Olynyk, à la base, qui était à Toronto, qui a été échangé contre Ingram aux Pelicans, qui a joué un tout petit peu aux Pelicans, qui a été échangé New Orleans vers Washington en compagnie de CJ McCollum, donc le trade de Jordan Poole, on peut l'appeler comme ça, et qui n'est pas resté à Washington, donc il a été envoyé du côté des Spurs.
Bon, le move est intéressant côté Spurs parce que c'est quand même un joueur qui est pas payé très cher, 13 millions l'année, en plus c'est un contrat finissant. Donc là encore, Free Agency 2026, Luka Doncic, potentiellement. côté San Antonio, on se prépare un peu de l'espace. Et le prix, donc c'est Brannan plus Wesley, plus un second tour de draft, je crois, qui part à Washington. Côté Spurs, c'est bien parce que ça fait aussi un autre porteur de balle depuis le poste intérieur. C'est toujours intéressant. Et c'est vrai que Olynyk, il y a des limites défensives, mais on va dire que c'est peut-être la meilleure équipe possible pour pour le viabiliser. Quand il y a Wemby à côté, ou même Luke Cornet, qui est aussi un des meilleurs protecteurs de panier de NBA quand il est sous le panier. Voilà, ça peut se tenter, mais on n'est clairement pas sur du move où San Antonio dit on va foncer dès 2026 vers le titre. Je pense pas. C'est plutôt un bon ajout circonstanciel, je dirais, puisque les Wizards allant tanker, il n'y avait pas forcément besoin de toute façon de notre ami Kelly Olynyk là-bas. Et sinon, pour finir, quelques re-signatures en dehors des trades, mais des re-signatures et même des signatures assez logiques, j'ai envie de dire, puisque des prolongations de contrats. Donc aucune n'a été très surprenante, c'est-à-dire Paolo Banchero qui prolonge dès cet été, pour un max évidemment, on va y revenir. Jalen Williams aussi, au maximum, qui a été signé, et également côté OKC, Chet Holmgren qui re-signe au maximum. Bon, pour expliquer très simplement comment ça se passe au niveau des contrats rookies, un rookie drafté au premier tour signe un contrat de 4 ans. Voilà, tout ceci est structuré depuis l'époque où il y a 30 ans, un peu moins de 30 ans, où à l'époque c'était pas structuré, et donc des nouveaux rookies pouvaient signer n'importe quoi, n'importe quelle somme, et donc il y avait un peu des dérives, on va dire, et donc maintenant tout est structuré. Donc premier tour, tu signes pour 4 ans. Voilà, sauf que 2 sont garantis, et 2 ce sont des team options. Donc c'est l'équipe qui peut lever la 3e option, la 3e année et la 4e année. OK. Il se trouve que on a aussi ce qu'on appelle les prolongations de contrat anticipées. C'est-à-dire que non pas à la fin de la 4e année, contrat de 4 ans, mais à la fin de la 3e année, tu prolonges de manière anticipée pour le nouveau contrat, mais qui prendra effet non pas pour la 4e, mais pour la 5e année. Donc là, en l'occurrence, nous avons Chet, Jalen Williams et Paolo Banchero, par exemple, draft 2022, 2025, 3 ans, il reste encore une année sur leur contrat rookie. Donc là, on parle de grosses sommes, mais en fait, OKC n'a pas encore une masse salariale qui va exploser parce que les maximums de Williams et de Chet ne rentrent pas encore en compte. Et puis pareil pour Orlando, le maximum de Paolo Banchero ne rentre pas encore en compte. Ça commencera dès 2027. Voilà un peu pour le point comment ça marche tout ça. Pour dire aussi pourquoi est-ce que ça existe, ces extensions, et pourquoi il y a certains qui signent de manière anticipée et d'autres non. Grosso modo, de manière anticipée, ce sont surtout des maximums qui sont signés pour des superstars, des jeunes superstars, de type Banchero, Williams ou Chet, où c'est sûr de toute façon qu'on va lui donner un maximum. Donc voilà, ça vient un peu flatter l'ego de ces joueurs-là, en mode voilà, on te donne le contrat max de manière anticipée, c'est sûr, tu le prends, et puis voilà. Mais sinon, ça peut aussi servir pour faire des paris, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, la franchise essaye de signer à bas coût quelqu'un qui potentiellement pourrait exploser, ou pareil, un joueur qui sécurise de l'argent avant potentiellement une mauvaise année, une blessure, où tout peut partir. Voilà, vaut mieux sécuriser tant que tu peux 12 millions l'année, plutôt que faire une saison de plus, arriver sur la free agency après une année catastrophique, et là t'as plus rien. Par exemple, on a un cas comme ça, c'est Kuminga, qui n'a pas voulu, qui n'est pas arrivé à négocier, qui n'a pas signé de prolongation anticipée. Il fait une 4e année un peu cata, et vous avez vu que là c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un peu pareil pour Josh Giddey, c'est un peu pareil pour la classe de draft 2021, des cas comme ça. Et c'est vrai que, en exemple un peu à l'inverse, Steph Curry, draft 2009, à l'automne 2012, il fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire comme les Jrue Holiday, comme les Ty Lawson, enfin tous les meneurs un peu de cette draft 2009. Il signe un contrat de manière anticipée, et il le signe pour, à l'époque, 12 millions l'année. Or, en l'occurrence, il sera pas All-Star, mais il va exploser saison 2013 comme sa première sans blessure. Il sera pas All-Star, c'est un peu un scandale, mais bref, il explose. Je pense qu'il aurait mobilisé beaucoup plus sur le marché l'été d'après, mais la franchise l'avait sécurisé pour moins d'argent. Voilà, après, il peut y avoir des gains un peu des deux côtés, etc. Mais c'est pour ça que on a des cas qui peuvent traîner et qui attendent la 4e année, ou des cas qui se font dès la 3e année. Les superstars, on se pose pas la question. On fait les max automatiques, on les donne le plus tôt possible. Ça flatte le joueur, c'est très cool. Et par exemple, Kuminga, lui, il voulait un max, mais il n'était pas totalement de ce calibre-là. Et donc, la franchise, les Warriors ont dit, non, quitte à donner un max, autant le donner le plus tard possible, quand on a le plus de matchs possible devant les yeux, quand on est vraiment sûr qu'il le mérite. En l'occurrence, vous avez vu que il le méritait pas tant que ça, Kuminga, donc finalement la prolongation anticipée n'a pas eu lieu. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que faut pas encore paniquer.
Pas de suite en tout cas. Pas de suite pour nos amis du Thunder et du Magic, mais c'est aussi pour ça que ces deux équipes ont réussi à se blinder avant de donner ces contrats, ou en tout cas avant que ces contrats ne puissent rentrer en compte. Donc notamment au OKC, c'est pour ça qu'on a fait venir en free agency, on a utilisé beaucoup de cap space sur Hartenstein. On l'a fait. Ça, c'est des trucs qu'on a expliqué l'été dernier pour le coup, de ce côté un peu urgence salariale de blinder pour ensuite prolonger les jeunes. Donc Hartenstein et puis également Caruso. Caruso qui a été échangé mais prolongé de suite. Caruso qui était payé pas cher mais à qui on a donné de suite une prolongation à 20 millions l'année. Pour un mec qui joue 20 minutes par match en moyenne en saison régulière, c'est beaucoup, mais ça sert un peu à ça. Ça sert à te blinder, sachant qu'ensuite tu peux dépasser le cap grâce à tes rookies. Et le futur à OKC, je pense que tout va bien si le propriétaire est enclin à payer la taxe. Mais si c'est le cas, bah c'est génial. Je pense que l'équipe elle reste en l'état. Avec un peu des ajouts à droite à gauche, mais l'équipe peut rester en l'état et peut gagner 5 titres en 4 ans. C'est totalement possible, notamment ils sont forts. Mais voilà, il y a un peu cette idée de toute façon, avec ces gros salaires qui vont rentrer en compte, on va dépasser la luxury tax. Donc, tu peux le faire. C'est pas, tu n'as pas le droit de dépasser. Tu as le droit de dépasser. Mais chaque dollar où tu dépasses, tu vas être taxé de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. En plus, vous avez vu aussi la prolongation de SGA, qui est tombée aussi quelques jours avant. Mais voilà, grosso modo, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un peu ce trio, SGA, plus Williams, plus Chet, donc les 3 meilleurs joueurs. Je pense que Hartenstein, il y a une possibilité que soit il s'en aille l'été prochain, parce qu'il a une player option. Donc soit il peut ne pas prendre son option, tester le marché et partir, soit sinon, carrément, rester du côté d'OKC, prolonger pour moins cher, pour moins que 30 millions par an. Et je pense que c'est totalement possible, puisqu'il a été légèrement surpayé pour qu'on le fasse venir. Il est bien ici, il gagne des titres, et maintenant qu'il a gagné un titre et qu'il a eu son gros contrat, peut-être qu'il va accepter, en plus il sera plus vieux, de dire allez, ok, je prends pas mon option à 30 millions, mais si vous me donnez 50 sur 3 ans par exemple, un truc comme ça, ça peut s'arranger. Je pense que long terme, on a aussi des mecs, peut-être comme Lou Dort, ou comme Caruso, qui pourraient être utilisés en monnaie d'échange dans des trades pour un peu sauver de l'argent, pour échanger contre des plus jeunes. Alors peut-être pas Lou Dort, mais Caruso, peut-être qu'à terme, le but c'est que lui soit échangé. Après 2, 3, 4 belles campagnes de playoffs, il pourrait être rééchangé. Mais voilà, le truc c'est que c'est même pas fini en plus. C'est même pas fini parce qu'ils draftent tellement bien les mecs que qu'en fait il y aura d'autres jeunes à prolonger. Là c'est la classe de draft 2022, mais en 2023, qui est-ce que OKC a drafté? C'est Cason Wallace, et peut-être que Cason Wallace, lui, ce sera pas un max, mais ce sera aussi pas mal d'argent. Donc là encore, tu vas pouvoir le prolonger, tu seras pas bloqué, mais ça va coûter en taxes, ça va coûter cher. Donc Wallace qui sera prolongé, pourquoi pas aussi d'ailleurs à terme, long terme vraiment, mais Nikola Topic qui est draft 2024, donc lui ça peut arriver en 27 ou en 28, ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. Mais voilà, il y a aussi Topic qui, s'il confirme un peu ce que lui est, c'est-à-dire ce qui a l'air d'être un très bon potentiel, etc., ça peut encore ajouter un gros salaire. Bref, il y a ce truc de base de, pour l'instant, c'est pas encore cata. Pour l'instant, en 2026, ils auront encore pas mal de possibilités de remodeler l'effectif, de peut-être faire un trade ou deux, de faire ce genre de move. Après, tout va se résumer à est-ce que tu es enclin à payer la taxe ou pas. J'espère que oui. Historiquement, ça a plutôt été non. Et même historiquement, pourquoi est-ce que OKC trade James Harden à l'époque? C'est pour ça. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas. C'est pas, oui, les gros marchés, ils peuvent payer les stars, comme on avait lu à l'époque. À l'époque, on lisait oui, les gros marchés, comme Lakers, ils peuvent avoir plein de stars, alors que OKC, ils peuvent pas. Non, ils pouvaient totalement. Il suffisait juste de donner l'argent à Harden, de dépasser le cap, mais de payer un peu de taxes. Ils voulaient pas payer de taxes à l'époque, ils l'ont échangé pour ça. Voilà. Donc je ne sais pas. C'est un peu l'interrogation qu'on aura sur les prochaines années pour OKC. Et côté Orlando, c'est pas mal aussi puisque ils ont pas mal blindé eux aussi leur effectif. D'ailleurs, le trade de Bane sert à ça, à mon avis, de venir un peu rajouter ces mecs-là. Tu as Franz Wagner, tu as Banchero, et je pense que côté Orlando, le domino qui pourrait tomber pour offrir éventuellement un peu de flexibilité. Bon, il y a Jonathan Isaac qui a 15 millions pour encore 3 ans, mais c'est pas garanti, puisque lui a des problèmes de blessure, donc le contrat signé à l'époque était pas garanti du tout complètement. Donc il y a Isaac, mais il y a surtout en fait Jalen Suggs. Jalen Suggs que j'aime bien au demeurant, mais qui est payé 35 millions l'année. Je dois dire que 35 pour sa production actuelle, ça me paraît un peu cher. Donc là encore, si les propriétaires d'Orlando veulent un peu trancher dans le vif, peut-être que ça passera par du échanger Jalen Suggs contre un mec de même profil mais moins cher. Ça peut se faire comme ça, mais
Là, on parle de problématiques qui vont être réglées dans bien très très longtemps. Donc, on n'y est pas encore, mais voilà. À retenir, c'est que pour l'instant, c'est pas pour 2026 que la salary cap est bouchée ni à Orlando, ni de côté de OKC. Donc voilà. Que dire de plus? Bah tiens, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Phoenix, mais parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Phoenix, ils ont coupé Bradley Beal et ils ont prolongé d'ailleurs Devin Booker, qui a aussi signé un contrat un peu relativement similaire à celui de SGA, c'est-à-dire on s'approche des 80 millions par an, mais on n'y est pas encore totalement. Prolongation de 2 ans, donc c'est un super max. Je crois que c'est le 4e contrat de sa carrière pour Booker. Donc voilà, une énorme somme pour Devin Booker. En prolongation de contrat, c'est pas choquant non plus. Il faut aussi prendre en compte faut aussi parler en pourcentage du salary cap, hein, évidemment. C'est-à-dire que le pourcentage du cap sera pas pareil dans 2-3 ans avec le nouveau contrat Amazon, etc. que désormais. Donc la somme fait peur en brut, mais mine de rien, ça me choque pas. Mais ça rend quand même le contrat plus compliqué à échanger, mine de rien. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc dans 5 ans, où il y aura tout le monde qui sera à la page de tout le monde aura une valeur proportionnelle au nouveau cibier, là d'accord. Sauf que à court terme, on va dire, si les Suns veulent échanger Devin Booker, c'est un peu compliqué parce qu'il y a encore des mecs qui ont des salaires qui ont été faits dans l'ancien cibier avec les sommes de l'ancien cibier. Donc bref, pour arriver aux 80 millions de Devin Booker, il faut mettre des mecs qui ont été payés avec l'ancien cibier, donc il faut en mettre beaucoup pour arriver aux 80. Mais bref, je sais pas si c'est l'objectif. En tout cas, c'est la bonne chose à faire si, dans tous les cas, soit pour le garder, soit pour l'échanger, hop, tu le sécurises comme ça. Au pire du pire, tu l'échanges et tu as des choses en retour. Au demeurant, le fait d'avoir coupé Bradley Beal, c'est vrai que ça a un peu pu permettre d'assainir les finances des Suns en termes d'argent sportif, mais aussi en termes d'argent réel. C'est-à-dire que l'argent sportif, c'est la masse salariale. L'argent réel, c'est, vous savez, quand on rajoute les taxes. C'est-à-dire que quand tu dépasses de $10, par exemple, ces $10 au-dessus de la luxury tax, ils te coûtent en argent réel au propriétaire, ils te coûtent 80 ou 150 ou je sais pas combien. Donc, j'exagère, je dis un peu des chiffres au hasard, mais ils ont fait beaucoup d'économies. Ils repassent en dessous du second apron, au-dessous du premier apron même. Et ça faisait un moment que les Suns n'avaient pas été en dessous du premier apron. Et donc, les Suns, actuellement, ils sont encore à 185 millions de salaire, donc masse salariale qui est au-dessus du cap, mais en dessous de la luxury tax. Donc ils n'ont pas de cap space, ils n'ont pas de beaucoup d'argent à offrir à des mecs, mais ils sont en dessous de la luxury tax, donc ils payent pas de taxes, d'accord. Ça a aussi débloqué ce buy-out, ça a débloqué la mid-level, une mid-level à 14 millions, donc ils ont une enveloppe là à 14 millions à offrir à quelqu'un. Là je pense de suite à un Brogdon, hein. Je pense que c'est peut-être le mec qui pourrait en profiter. Actuellement c'est Malcolm Brogdon, venir un peu compléter le backcourt avec Booker. Ils ont des trade exceptions de grosso modo 5 millions quand on combine les deux. Voilà, ils ont aussi la biannuelle exception de 5 millions qu'ils n'ont toujours pas utilisée. Donc, voilà, c'est un peu plus tu respires un peu plus, tu auras moins de taxes, littéralement tu auras moins de taxes si tu es le propriétaire des Suns. Le problème c'est que tu débloques la situation un peu tard, quoi. Là le marché est un peu passé. Donc t'as un peu plus d'argent, mais qu'est-ce que tu en fais? Et puis même si on rajoute Brogdon, je veux dire, même si on rajoute un bon joueur ou deux éventuellement, mais où est-ce que tu vas avec cet effectif, quoi? En tout cas, l'année 2026, elle va être compliquée. On a Jalen Green, qui est un peu un pari à relancer. C'est un peu l'espoir, en tout cas. Dillon Brooks, est-ce que Dillon Brooks va pas aussi servir de monnaie d'échange? Grayson Allen, qui est là pour 3 ans, 16 millions, presque 17. Royce O'Neal, 3 ans, 10 millions l'année. Ça, c'est cool. Tu viens de drafter Maluach, le pivot Maluach, et il y a aussi Mark Williams qui vient d'arriver. Bref, l'effectif globalement est très très jeune pour le coup. Donc quid des Suns en 2026, je ne sais pas. On verra à la fin de l'été qui sera arrivé ou pas. D'ailleurs, petite rumeur, il pourrait débarquer Kuminga apparemment. Kuminga qui pourrait faire un sign and trade, donc il signerait non pas aux Suns mais il signe aux Warriors, qui après l'avoir signé le rééchange directement aux Suns. Pour les Suns, ça peut être l'idée d'un pari. On prend un mec à potentiel, on reconstruit depuis le début, quoi. Ce serait un peu l'idée. Et donc, forcément, à terme, Booker partirait. Donc, un peu retenter un pari jeunesse, on va dire. Et côté Warriors, ça pourrait être cool parce que tu pourrais arriver à gratter Grayson Allen ou même Royce O'Neal, qui en termes de 3&D, c'est pas parfait, c'est pas l'élite, mais c'est quand même des vrais bons joueurs de rotation pour le coup. Et ça manque un peu numériquement des joueurs de rotation côté Warriors. Donc voilà, c'est une rumeur, on va pas y passer trop de temps non plus, mais voilà un peu pour les Suns avec cette prolongation de Devin Booker. Une autre prolongation, c'est celle de Herb Jones qui est également tombée du côté des Pelicans. Donc Herb Jones 3 ans,
quasiment 70 millions sur 3 ans. Donc si on calcule, ça fait 70 par 3, ça nous fait à peu près du 23 millions l'année. Et c'est très bien pour les Pelicans puisqu'on ne sait pas trop quel est le projet, mais potentiellement il pourrait être amené à être échangé. Or, en l'occurrence, pour l'instant, c'était un des meilleurs contrats de NBA, Herb Jones. Mais un des meilleurs contrats pour les acheteurs, mais pas pour le vendeur. Je m'explique. Si vous êtes les Pelicans, que vous êtes une top team et que vous jouez le titre ou que vous êtes compétitif, avoir Herb Jones à 14 millions l'année, c'est génial. T'as une valeur sportive qui est géniale, payée pas cher. Donc si tu veux le garder le contrat, c'est très bien. Mais si tu veux l'échanger, ce contrat, c'est pas intéressant parce que tu sais que tu te sépares d'une valeur sportive très grande, mais qui est sous contrat pour à peine 14. Donc en retour, tu auras une contrepartie de salaire à peu près équivalente, mais donc moins intéressante. Parce qu'en général, le niveau est un peu indexé au niveau des salaires. Il y a un peu ce truc paradoxal de je me sépare de Herb Jones, sauf qu'en retour, j'aurai un joueur, a priori, qui vaudrait que 14 millions, alors que moi, je me sépare d'un mec qui en vaut, en vrai, beaucoup plus que 14 millions. Donc, en tant que vendeur, c'est pas intéressant, un mec qui est un peu sous-payé. Donc là, la prolongation, elle vient aussi juste le prolonger pour peut-être se donner plus de temps, réfléchir, etc. Mais on va dire que 23 millions l'année pour Herb Jones, c'est quand même beaucoup plus en relation proportionnelle à son niveau de jeu. Donc, dans le cas où, à terme, peut-être, ils veulent s'en séparer, au moins ils auront un retour peut-être un peu plus intéressant. Un joueur de calibre 23 millions plutôt que un joueur de calibre 14 où il se serait un peu fait enfler de toute façon, quoi. Donc voilà, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qui se passe aux Pelicans, hein. Quelle est un peu la direction. Il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert sur Herb Jones et Trey Murphy. Là, on a vu que Derek Quinn, qui est un peu le haut choix de draft sur lequel ils ont parié toute la maison, mais il s'est blessé pour 12 à 15 semaines, je crois. Assez important. Donc bref, il sera un peu de retour en début d'année, mais il est déjà blessé. Zion, on ne sait pas trop, mais voilà, c'est un peu le flou. Mais au milieu de tout ça, la prolongation est tombée, et je pense qu'à 23 millions l'année, sur 3 ans, franchement, c'est encore une très très belle valeur pour Herb Jones, soit aux Pelicans, soit ailleurs. Donc ça c'est bien. Et au niveau de la disponibilité, je crois que ça ne change rien. Je crois qu'il est toujours échangeable de suite. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne l'affirme pas. Mais vu que c'est pas, voilà, il est pas free agent, il vient pas de signer un nouveau contrat. Ou dans ces cas-là, quand tu signes un nouveau contrat, t'es pas échangeable de suite. Là, sur des prolongations où t'es déjà sous contrat, prolongation en interne, comme on dit, il n'y a pas les mêmes règles qui s'appliquent, donc il pourrait être disponible un peu plus tôt, je crois. Mais voilà, on suivra ça côté Pelicans. Sinon, du reste, autre signature, qu'est-ce qu'on a eu, je crois qu'on arrive au bout. Isaiah Jackson, le pivot des Pacers qu'on a dit, 21 millions sur 3 ans. Donc là, c'est pas un pari, non, c'est cool pour lui. Enfin, c'est cool pour lui. Ça dépend, parce que vu qu'il est quand même blessé beaucoup, il a pas non plus explosé rapidement après sa draft, mais ça reste un potentiel intéressant, je trouve. Donc il y a un peu un aspect où on te donne un contrat et on te sécurise pour 3 ans, et si ça se passe bien, ça va être un mec largement sous-payé. En l'occurrence, si ça se passe pas bien, il est au moins payé 21 millions sans réussir à avoir une vraie carrière. Donc voilà, c'est un peu le compromis qui a été fait sur Jackson. On verra, en plus il aura des minutes, je pense, cette année. Sinon, Marvin Bagley qui re-signe côté Wizards. Il revient aux Wizards. Il était Wizards. Il a été échangé contre Marcus Smart du côté de Memphis, mais il revient. Il revient aux Wizards. Il a signé pour pas beaucoup, ouais, un deal de 1 an. Il y a pas la somme, donc on doit être pas loin du minimum. Donc Bagley, on sait pas ce qui va se passer côté Wizards. Bref, on s'en fiche un peu de Bagley. Sinon, Cole Anthony qui a été coupé par Memphis. Cole Anthony qui était dans le trade de Desmond Bane, mais Memphis en voulait pas. Donc un buyout a été négocié et il part du côté de Milwaukee qui, en l'occurrence, a peut-être un des pires effectifs de toute la NBA, je trouve, en dehors de Giannis, évidemment. Alors, l'ajout de Turner fait du bien, mais j'ai du mal à voir en quoi ce all-in... c'est un peu déraisonné de la part des dirigeants de Milwaukee d'avoir fait ce all-in en pensant que ce serait suffisant, que ce serait juste assez, et même suffisant pour un effectif de qualité pour que Giannis ne veuille pas partir. Parce que là, franchement, Cole Anthony, moi je suis pas hyper fan non plus. Alors, il signe pour pas grand chose, hein, mais je veux dire, la tête de l'effectif des Bucks, il y a Giannis, bon, ok, mais autour de Giannis, il y a son pivot, d'accord, donc on a Turner, mais c'est Kevin Porter Jr., c'est Ryan Rollins qui vient de re-signer d'ailleurs, Gary Trent, Kuzma, Taurean Prince qui est peut-être un des moins pires, je pense, Gary Harris, mais dans quel état est Gary Harris, donc Cole Anthony, Bobby Portis, moi je suis pas fan, Jericho Sims a re-signé. AJ Green, moi j'aime bien, mais vous savez, c'est le petit shooter de poche là. Mais bon, on est quand même pas sur un effectif de folie, hein. Franchement, si Giannis arrive à en faire un effectif top 4, top 4 à l'Est,
je pense qu'on pourra se reconfirmer que oui, en effet, Giannis est quand même un des 2 ou 3 meilleurs joueurs de toute la NBA, mais bon, le fait de couper Lillard, t'as quand même perdu, on parle souvent de rétention de valeur, là t'as clairement, tu t'es tiré une balle dans le pied, quoi. Tu supprimes toi-même, tu fais s'évaporer toi-même une valeur qui est quand même tout de même assez énorme de Lillard, qui était pas parfait, mais que t'aurais pu, je pense, échanger. Juste pourquoi? Pour avoir juste assez d'espace en coupant Lillard, même pas 50 millions, même pas 60 millions, mais juste assez d'espace pour donner 30 à Turner, comme si Turner allait tout sauver, comme si Turner plus Giannis, c'était suffisant. Je n'apprécie pas beaucoup ce all-in, à vrai dire. Et je pense que on ne fait que repousser l'échéance. Mais on se dirige, à mon avis, un départ de Giannis des Bucks. Ce n'est pas pour cet été, peut-être pas. Mais bon, bref. Donc voilà pour le cas Milwaukee. Je pense qu'on a parlé d'un peu tout le monde. Jordan McLaughlin qui va à San Antonio. Voilà. Je vous donne l'info, au cas où vous l'aviez loupé. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, alors des blessures. Anthony Davis qui passait sur le billard. Paul George aussi. Joel Embiid aussi. On espère que les Sixers pourront être sur pied pour l'an prochain, parce que s'il y a une chance, c'est bien l'an prochain. On reparlera de tout ça en temps et en heure. Voici pour ce petit tour d'horizon de la Free Agency au 20 juillet, grosso modo. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Et bon, c'est vrai qu'on est sur un épisode, comme dit, sans prétention, on aborde un peu free flow, plein de petits sujets, c'est de l'actu, c'est comme ça. Il y aurait plein de choses à dire peut-être en plus, mais on va pas non plus faire des podcasts de 8 heures sur la Free Agency. En tout cas, pour le programme, je vous annonce que je suis en plein enregistrement des bilans 2025, donc je pense que ça va démarrer peut-être la semaine, alors pas la semaine prochaine du coup, parce que la semaine prochaine c'est dans 1 jour ou 2, mais peut-être la semaine du 18 ou peut-être juste sur le mois d'août, peut-être on peut se faire un truc comme ça, un truc du genre 30 équipes en 31 jours pour le mois d'août, on fera les bilans comme ça. Mais voilà, semaine prochaine, en attendant les bilans, il y aura peut-être quelques podcasts d'ici là, on va voir selon qu'est-ce que j'arrive à caser, mais notamment peut-être des duels de joueurs mystères, ça pourrait être intéressant, ou des petits trucs un peu comme ça avant les bilans 2025 qui sont en plein enregistrement. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien comme d'habitude, merci à tous, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.